Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Vous pouvez aussi laisser une note à cet épisode ou même au podcast de manière générale et laisser aussi un commentaire pour savoir votre avis sur ce podcast, s'il est bon, s'il est mauvais, pour essayer toujours de améliorer ce podcast du mieux qui soit. Je suis encore et toujours Ciné-Touga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que j'affectionne beaucoup son travail et qui nous parle énormément d'anecdotes, bien évidemment. Il s'agit nul autre que de Prof Babou. Comment il va? Ça va super, et toi? Une présentation aux petits oignons, j'ai bien kiffé. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me touche beaucoup. Tu fais vraiment du contenu vraiment de qualité où tu nous présentes des anecdotes de folie, bien évidemment. Et ça fait toujours plaisir, en tout cas. Voilà, ça méritait bien une belle présentation pour commencer. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Merci déjà aussi d'avoir accepté de jouer le jeu. Du podcast, donc ça fait très plaisir en tout cas. Et est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, tu veux que je te parle de quoi? De ce que je fais sur les réseaux ou vraiment de ma vie très rapide? Non, sur les réseaux, tranquillement, voilà. Sur les réseaux, alors moi je suis principalement sur TikTok, après je republie ce que je fais en général sur Instagram et sur YouTube, donc je suis un peu sur toutes les plateformes. J'essaie de proposer un peu de contenu un peu différent maintenant sur YouTube en format long, mais toujours sur le côté anecdote. Moi c'est vraiment tout ce qui va être secret de tournage, anecdote de tournage, un peu des théories mais vraiment de temps en temps, et si vraiment ça m'intéresse. Et voilà, moi je suis principalement sur tout ce qui est anecdote, secret de tournage, scène improvisée, tout ce genre de choses quoi. Et bien très bien, en tout cas voilà, vous pouvez le retrouver, Prof Babou, sur les différentes plateformes. Voilà, vous le trouverez très facilement, c'est pas si compliqué en soi. Est-ce que tu peux nous dire ton film préféré? Lequel est-il? Mon film préféré, je te le dis, tu veux un petit rébut ou... Oh, un petit rébut. Allez, un petit rébut. Pour les auditeurs, ça va être très très bien. Un petit rébut. Dis-nous, fais-nous un petit rébut. Je suis intrigué par ça. Un petit indice, je l'ai pas préparé, je te le fais vraiment en coup de tête comme ça. Et je vais te dire quoi? Je vais te dire une compagnie. Une compagnie, d'accord. Une compagnie, en premier indice. Une compagnie. En deuxième indice, je vais dire un bijou. Un bijou. Compagnie bijou. D'accord. Et troisième indice, un œil. Un bijou, un œil, une compagnie, je crois savoir. Un petit Seigneur des Anneaux. Un petit Seigneur des Anneaux. On va partir sur le premier. Sur la communauté de l'anneau. Exactement. Quelle pépite. Mais qu'est-ce que c'est incroyable ce film. Quelle pépite en tout cas. Le Seigneur des Anneaux, du coup. La communauté de l'anneau, plus précisément. Réalisé par Peter Jackson, sorti en 2001. Il nous raconte l'histoire d'un jeune et timide hobbit du nom de Frodon Sake qui hérite d'un bijou. L'anneau magique, en tout cas, sous ses apparences de simple bijou. Du coup, il s'agit en réalité d'un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, l'œil, le seigneur des ténèbres, de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples. Son Frodon doit donc parvenir, avec l'aide de la communauté de l'anneau, composée de 8 compagnons venus de différents royaumes, pour l'amener jusqu'à la montagne du destin, pour détruire 7 anneaux du pouvoir. Voilà le pitch un petit peu du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Je pense que quand même beaucoup de gens connaissent ce pitch un petit peu, j'espère, en tout cas. Mais ma première question que j'avais envie de te poser, c'est déjà comment tu l'as vu pour la première fois, et surtout quelle en fut ton expérience de cette première fois? Alors comment je l'ai vu en vrai de vrai, je pourrais pas te dire précisément, mais je suppose, parce que ça date depuis des années. Moi, c'est mon père qui est un grand fan de tout ce qui est pop culture. Donc vraiment, j'ai grandi moi avec tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Indiana Jones, Star Wars, vraiment tout ce qui est pop culture. Mm-hmm. Du coup, la première fois quand je l'ai vu, je pourrais pas dire, mais je pense que ça vient de mon père principalement. D'accord. Donc j'ai dû voir quand j'étais gosse. Alors pareil, la première impression quand je l'ai vu, je sais pas, mais je sais que quand j'étais petit, je le regardais encore et encore. Je comprenais pas tout. Parce que pour le comprendre, c'est assez compliqué. Même là, maintenant, en le re-regardant, il y a des choses que j'avais peut-être pas compris avant, que je comprends mieux maintenant, ou des choses que j'avais pas vues quand j'étais gosse, que je comprends mieux maintenant. Mais ouais, j'ai toujours plongé dans cet univers. J'ai toujours trouvé tout parfait. Mais depuis gosse, l'action, le décor, la couleur, j'ai toujours kiffé ce truc-là. Je trouve ça incroyable, c'est beau à voir.
Et finalement, c'est pas si compliqué que ça à comprendre même quand t'es gosse, parce que quand t'es gosse, tu vas voir le film avec tes yeux, des yeux d'enfant, tu vas voir des gens qui vont se battre, tu vas voir des monstres, machin et tout, des épées. Donc du coup, tu vas kiffer. Et ouais, non, j'avais mes yeux de gosse et voir cet univers-là, je trouve ça incroyable. T'as un univers riche avec plein de monstres. C'est vraiment quand t'es gosse, quand tu joues avec ton frère, machin, tu te fais des scénarios, t'as vraiment tes histoires. Et ce film-là, il est parfait pour ça. Tout ce que t'imagines, il est dans ce film-là. C'est vrai que c'est un univers qui est extrêmement riche, hein, l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que quand tu vois des elfes, des nains, des humains, des monstres, des orques, etc., t'as qu'une envie, c'est de te plonger dedans. Et c'est vrai que du coup, tu l'as vu assez jeune pour la première fois. Et justement, c'est quoi qui t'a autant marqué, justement? Tu m'as parlé des décors, tu m'as parlé un peu de l'univers. Est-ce que c'est ça qui t'a le plus marqué, qui t'a fait la plus belle impression la première fois? Alors, la plus belle impression, et je la kiffe encore maintenant, c'est une scène en particulier, et ça m'a toujours fait vibrer. C'est la scène de Boromir à la fin du film, quand il est avec Merry et Pippin. Et depuis tout petit, j'ai un truc avec cette scène-là. Je la trouve hyper puissante, avec la musique. Et du coup, je sais pas. S'il y a un truc qui me marque dans ce film-là, parmi plus que les autres, c'est cette scène-là, mais depuis tout petit. Il y a un impact émotionnel derrière cette scène, justement, avec la relation peut-être avec Boromir et Merry Pippin aussi, qui est vraiment intéressante. Moi, c'est pas la relation entre Merry, Pippin et Boromir, j'ai un truc sur tous les films, c'est les scènes qui sont stylées. Mhm. Même s'il n'y a pas besoin de relation forcément que deux personnages, il y a des scènes que je trouve vraiment stylées qui me font vibrer. Parce que la scène est stylée en soi. Le fait que tu vois Boromir qui court pour sauver les hobbits, je trouve ça trop stylé. Je trouve ça me fait vibrer. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Je trouve ça classe de fou malade. Le fait qu'il se combatte tout seul contre les Uruk-hai. Le fait que juste avant, t'as Aragorn qui se bat et t'entends le corps du Condor qui retentit. C'est vraiment la scène entière qui est vachement vibrante et vraiment stylée. C'est le terme, hein, stylé. Et j'ai eu ça depuis, je pense, les premiers visionnages. J'ai toujours kiffé ce moment-là du film. Et c'est ta scène préférée, hein, du film, très clairement, et même de la trilogie tout entière, on peut le dire? Ouais. Franchement, ouais. Il y en a d'autres qui me font vibrer, mais celle-là en particulier, ouais. Celle-là, t'as plus fait vibrer que les autres depuis que t'es enfant, quoi. Grave. Ce que je voulais venir un petit peu, c'est bien sûr Le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation d'un livre, bien évidemment, de J.R.R. Tolkien. Est-ce que t'avais lu ces livres aussi avant, ou est-ce que t'avais, à la suite de ces films, t'avais eu envie de lire un peu l'univers un petit peu de Tolkien? Je les ai pas lus, c'est en projet. En vrai, c'est un projet, j'en ai un là, donc c'est pas Le Seigneur des Anneaux ni l'Hobbit, c'est vraiment les Contes inachevés, donc c'est vraiment une histoire à part, que j'ai sous les yeux d'ailleurs, mais vraiment concernant le Hobbit et Seigneur des Anneaux, je les ai jamais lus. De ce que j'ai compris, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est très long, très complexe, mais j'ai grave envie de les lire, ouais. Bah, on se dit à chaque fois que Le Seigneur des Anneaux, c'est extrêmement riche comme univers, c'est extrêmement bien détaillé, je parle des films, mais ça ne touche même pas l'entièreté de l'univers qui est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est pour dire un petit peu la richesse complète de cette œuvre. Donc oui, il faut être accroché, ça c'est clair et net. C'est un beau projet déjà. Déjà, le conte inachevé de Tolkien, c'est aussi pas mal de pouvoir y lire, parce que c'est pas mal d'histoires qui... Tu les as lus, toi ? J'ai pas lu les contes inachevés, j'ai le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Silmarillion, mais j'ai pas lu le conte inachevé encore. Le conte et légendes inachevées. C'est un... Moi, ce que je trouve fort, tu vois, t'as dit un truc, et ce que je trouve fort de la part de Peter Jackson. Donc, ouais, j'ai pas lu les livres, mais je sais que c'est quand même complexe, mais il a quand même réussi à retranscrire en film, pas quasiment le film, mais vraiment de retranscrire la difficulté qu'il y a dans les livres en film, tout en prenant quand même des libertés scénaristiques, hein, même s'il y a des choses qui sont pas dites dans le film, il les a inventées. Et ça reste quand même, de ce que j'ai compris, assez fidèle au livre. Et je trouve ça quand même fort, parce qu'il faut le faire, tu vois, un livre complexe comme ça, réussir à le rendre en film et qu'il soit autant iconique, je pense que c'est pas facile à faire. C'est la magie complète de cette trilogie. On considère, même Tolkien le considérait comme une œuvre inadaptable, tellement il était riche. Et heureusement qu'il y a eu Peter Jackson qui est arrivé et qui a voulu quand même adapter cette histoire. Et avec l'aide justement d'autres personnes du nom j'ai plus ces noms en tête, je vais essayer de retrouver ça à la tête du script, parce qu'il n'était pas tout seul quand il avait fait le script, justement. Oui, il y avait sa femme aussi, je crois. Voilà, Frank Walsh et Philippa Bowens.
Ouais, Donc, c'est ça. voilà, donc qui était au scénario. Et c'est vrai que d'ailleurs, voilà, ils ont structuré un aspect très universel. Est-ce que tu le sens aussi un petit peu, cet aspect universel dans le film, justement, bon, ou même dans la trilogie Seigneur des Anneaux? Comment ça, très universel? Très universel, enfin un attrait universel où tout le monde peut, ça peut plaire à tout le monde en fait, à la fois aux fans du roman, mais aussi aux nouveaux spectateurs, parce que il n'y a pas non plus trop de surcharge à ce niveau-là, Je au terme du je suis détail. d'accord et pas d'accord. Mhm. Je suis d'accord et pas d'accord parce que je pense que ça peut plaire à. Alors, quoi qu'il arrive, les fans du Seigneur des Anneaux, les films, ça va leur plaire quoi qu'il arrive, parce que le film est parfait. Je pense que ça va beaucoup plaire surtout aux gens qui aiment le cinéma, parce que c'est vraiment une belle œuvre cinématographique. Par contre, quelqu'un vraiment qui aime le cinéma, en regardant une fois de temps en temps un film à la télé, au cinéma, vraiment, ils aiment voir un film, mais sans non plus être passionnés. Je pense pas, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est un... Enfin, la fantasy, c'est vraiment un monde à part. Comme, pour moi, c'est comme Star Wars. Star Wars, t'aimes ou t'aimes pas. Mhm. Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est tellement tout ce qui est orc, sorcier, elfe, c'est particulier. En vrai, c'est hyper particulier. Faut vraiment accrocher avec cet univers-là. Donc pour moi, c'est partagé en 3 catégories. Les fans de Star Wars, pas du tout. Les fans du Seigneur des Anneaux, par rapport au livre, c'est sûr qu'ils vont kiffer. Ceux qui aiment le cinéma, de manière générale, les belles œuvres cinématographiques, ils vont kiffer le film, même sans ayant lu les livres. Par contre, et troisième catégorie, ceux qui sont pas trop... ceux qui aiment le cinéma, mais voilà, sans plus, soit ils aiment pas. C'est alors bien sûr ça peut pas plaire à tout le monde, mais quand même, si on regarde un peu le box-office, un petit peu, on est à l'époque, c'était quand même les films quasiment les plus avec le plus gros box-office de tous les temps, notamment le troisième qui avait fait plus d'1 milliard. Ouais, c'est vrai. Donc ça a quand même réussi un petit peu à toucher tout le monde. Bien sûr, pas l'entièreté de l'humanité, mais ça a quand même, je pense, se joué sur les 3 spectrums. En réalité, je pense que ça a joué là-dessus, parce que le box-office le montre en réalité. Même le premier, La Communauté de l'Anneau, il a fait au total 888 millions, ce qui pour l'époque, en 2001, est gigantesque. Bon, aujourd'hui, en 2024, t'as 4 ou 5 films qui font plus d'1 milliard, mais à l'époque, c'était énorme, quoi. On voyait pas ça tous les jours, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense quand même que ça a dû toucher une grande partie, enfin, un aspect assez universel, ça a touché un peu tout le monde. Mais peut-être que dans l'appréciation du film, c'est pas universel. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que tout le monde aime le film de façon inconditionnelle comme toi ou moi peut le penser. Notamment peut-être dû à sa longueur, qui est aussi quelque chose qui peut rebuter un petit peu. Parce que quand même, le premier dure 3 heures. Ça peut rebuter certaines personnes, quoi. Je parle de la version cinéma, bien sûr. Parce que si on parle de la version longue, on est déjà à plus de 3h20, même 3h30. Donc c'est pas tout à fait pareil à ce niveau-là. Je veux parler un petit peu aussi de ton rapport un petit peu avec Peter Jackson. Est-ce que tu as vu par la suite d'autres de ses projets, justement grâce au Seigneur des Anneaux, ou est-ce que tu te restes un peu focalisé sur le Seigneur des Anneaux? Alors, qu'est-ce que j'ai eu de Peter Jackson? Forcément, le Hobbit, enfin les 3 Hobbits. Mm-hmm. Que j'ai aimé. Forcément, c'est quand même moins bien que le Seigneur des Anneaux, mais au final, finalement, c'est quand même assez cool. Moi, j'aime bien, franchement, les 3. Les 3, je kiffe. Oui, c'est sympa, oui, en effet. Moi, je les aime bien aussi. Ouais, je sais que moi, quand je me fais un marathon Seigneur des Anneaux, ensuite, je me fais le Hobbit, ou inversement, je suis vraiment bien dans l'univers. Je suis à fond dans cet univers-là. On est vraiment dans le Hobbit, enfin, dans l'univers Seigneur des Anneaux. Après, ouais, c'est sûr, par rapport au Seigneur des Anneaux, visuellement, tu ressens le fond vert à fond. C'était pas la même technique pour tourner le film. Oui, il y a quand même une grosse différence visuellement, mais je kiffe. Franchement, je kiffe. Mm-hmm. King Kong, incroyable. Les effets spéciaux dans King Kong, c'était beau. C'est vraiment l'ancienne époque des effets spéciaux au cinéma, et j'ai trouvé ça. J'avais bien kiffé d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Attends, parce que je suis en train de regarder en même temps. Lovely Bones. Mm-hmm. J'avais moyennement aimé pour le coup. Le film est bien. Je l'ai trouvé juste un petit peu long quand même. Ah si, putain, ouais, Fantôme contre Fantôme. Fantôme contre Fantôme. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, je l'ai pas vu ça. Il est dans ta watchlist. Ouais, dans ma watchlist, exactement. Je l'ai pas encore regardé malheureusement.
Très sympa. Moi, je l'ai vu quand j'étais gosse, parce que mon père il me faisait voir des trucs quand j'étais gosse. Donc c'est un peu comédie, horrifique. Ouais, il y a quand même des moments qui font. Bah, j'ai le souvenir que quand j'étais gosse, donc je sais qu'il y a des moments qui me faisaient flipper. Sympa, franchement, sympa. Mhm. Et je crois que c'est tout. District 9, il était producteur. Non, il était que producteur, il était pas réalisateur. Mais en tant que réalisateur, non, c'est tout, je crois. Et qu'est-ce que t'en penses alors, un petit peu? Enfin, c'est un de tes réalisateurs préférés ou. Non. Non. J'aime beaucoup par Le Seigneur des Anneaux. Par Le Seigneur des Anneaux, mais pas par ses autres films, en tout cas. Moins, en tout cas. Ouais, il fait des trucs sympas. Je pense que il est bon dans son domaine. Il restera iconique dans son domaine voilà, il est ancré là-dedans. Mhm. Mais c'est tout. Je pense que si on l'appelle pour faire un autre film qui sort vraiment de son registre, ça sera compliqué parce que je pense qu'il est bon vraiment dans ce truc-là de fantasy, d'effets spéciaux, de gros blockbusters. Ça va pas te hyper plus que ça, quoi. Quand tu vas voir un film de Peter Jackson, ça va pas te hyper et te dire, ok, je dois le voir absolument, quoi. Il avait fait un film il y a pas longtemps, et je me demande s'il était pas producteur là-dedans. Ah ouais, c'est ça, non, il était que producteur. Mortal Engine. Mais je sais qu'à l'époque, je l'avais vu dans le poster, Peter Jackson, et ça m'avait chauffé, parce que c'est Peter Jackson. Et j'avais vu le film, que j'ai pas trouvé ouf. Ouais. Du coup, maintenant, je sais que si je le revois dans un autre film, en vrai de vrai, je prendrais un peu pas mes distances, mais je serais pas convaincu à 100%. Ouais, tu te dirais pas, c'est une valeur sûre dans tous les cas. Non, je me dirais, va y avoir des effets spéciaux de fou, mais je m'attends pas à une qualité de fou malade. Par contre, ça n'en avait rien qu'il nous a sorti des masterclass comme on n'en verra plus jamais maintenant. Par contre, on te dit, Peter Jackson, il revient, il adapte les contes et légendes inachevés de Tolkien au cinéma. Là, ça peut tout changer. La petite catin que je suis fonce direct. je pense qu'on est un peu tous les deux dans la même situation. Je pense. En effet. Je veux dire, d'ailleurs, là, en plus, le prochain film Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum, c'est Nicolas Sirkis, j'ai dit. Nicolas Sirkis. Je suis un malade mental ou ça se passe comment? Je savais pas que Nicolas Sirkis. Ouais, Andy Serkis. C'est lui qui réalise le film. Mais ça me rassure parce que du coup, Peter Jackson, il sera producteur, mais je me demande s'il n'est pas producteur exécutif. Mais il aura quand même un impact dans le film. C'est quelque chose que j'ai envie de vérifier. On peut vérifier ça. Alors déjà, on dit Serkis, voilà, réalisateur. Mais je crois que oui, je crois qu'il doit être... Producteur exécutif, c'est ça. Donc il aura son mot à dire dans le film. Du coup, je pense que ça va quand même être bien. Ouais, ça va être bien, je pense aussi. En plus, ce qui est bien avec les acteurs et Peter Jackson, c'est qu'il y a quand même ce lien-là de famille qui est venu justement grâce au Seigneur des Anneaux et même par extension le Hobbit. Donc je pense aussi que ça va marcher. Tu vois, on sent ça va pas être fait d'une mauvaise façon, quoi. Surtout que c'est Andy Serkis qui le fait, il a participé au film, tu vois. Donc je pense qu'il a aussi cette attache-là différente d'un autre acteur, réalisateur. Lui, il a déjà participé au film, donc il sait ce que c'est, il connaît les gens. Je pense qu'il va respecter d'autant plus l'œuvre en le réalisant. Ah oui, plus c'est un des acteurs qui est le plus présent dans la filmo de Peter Jackson. Il est dans tous les Seigneurs des Anneaux. Et dans King Kong. Donc bon, c'est clair que à ce niveau-là, je pense que c'est un peu le meilleur choix pour réaliser. Donc très hype pour voir ce que ça peut donner. En plus, ça se passe juste avant, parce que du coup, la chasse de Gollum, ça se passe avant la communauté de l'anneau. Donc, juste avant, peu de temps avant. Voilà, juste avant. Donc c'est le préquel, on peut le dire quasiment, à ce niveau-là. Donc, hâte de voir ça. Je sais pas quand ça sort, je crois que ça va sortir en 2026 ou 2027. Et je crois que ça a été repoussé il y a pas longtemps en 2027. Ouais, je crois. Parce que après, je crois qu'ils le font en 2 parties en plus, donc ça va être c'est à voir à ce niveau-là. Ça va être intéressant en tout cas de voir en tout cas. Pour venir un petit peu sur la communauté de l'anneau, moi j'avais une question un petit peu à te poser. On n'a pas parlé un petit peu, enfin si, on a parlé un petit peu des décors. Et surtout des effets visuels qui t'ont complètement marqué. Ouais. Est-ce que pour toi, la communauté de l'anneau, c'est vraiment la valeur étalon pour les films fantasy qui sont venus après? Et d'ailleurs aussi, est-ce que pour toi, il y a des films qui ont pu s'inspirer grandement de ce qu'a pu réaliser le Seigneur des Anneaux J'ai pas d'exemple de film en tête qui aura pu s'inspirer du Seigneur des Anneaux, mais je suis sûr à son... Oui, Peter Jackson, il a tellement
travaillé, il a tellement mis, enfin il a travaillé ses effets spéciaux dans ce film-là. Je pense au Balrog par exemple, qui était incroyable. Rien que Gollum après tu le vois vite fait dans le Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau, même après. Juste cette technologie-là qui a été mise dans les films a été utile pour des effets spéciaux après. C'est le précurseur, quand tu vois par exemple Planète des singes, qui utilise la même technologie que celle d'Andy Serkis. Oui, Andy Serkis. Oui, Andy Serkis. J'ai encore dernier. C'est bon, c'est bon. Donc ouais, non, pour moi, le Seigneur des Anneaux, mais que ce soit la communauté pour le coup, même ceux d'après, ouais, ça t'est précurseur. Ça t'est précurseur de fou, oui. Ouais, et tu sais d'ailleurs un petit peu que ce qu'ils ont fait justement pour avoir cet effet-là d'effets spéciaux qui ont... Ouais, non, du Balrog ou même de manière générale sur les effets spéciaux, comment ils ont fait pour que ça vieillisse aussi bien? Est-ce que tu sais la raison à peu près de pourquoi les effets spéciaux ont bien vieilli, même après 25 ans, et surtout que ça paraisse très vivant? J'avoue, je sais que la société qui a travaillé là-dessus, c'est une société néo-zélandaise, enfin néo-zélandaise. Après, tu me poses la question parce que tu as la réponse ou parce que tu me... Oui, parce que j'ai la réponse, mais je voulais savoir un petit peu aussi si t'avais une idée aussi. Bah, justement, ils avaient du coup créé un logiciel d'animation complètement pour le film. Donc ils ont créé ça de A à Z. Donc ce qui permet aussi, tu vois, de capturer et de surtout créer le Balrog, comme tu dis, de leur propre façon avec un logiciel qu'ils ont eux-mêmes créé, quoi. Donc c'est les techniciens du studio Weta Workshop, donc ceux qui travaillent en Nouvelle-Zélande, et ils ont mis en point le logiciel Massive. Donc déjà rien que le nom, il peut, il claque, mais surtout Massive représente bien ce qui représente le film. Il s'occupe de toutes les entités qui sont extrêmement massives, donc le Balrog, et aussi les scènes de bataille, notamment l'introduction, le prologue, où on a tout le résumé avec Galadriel. Et justement, en fait, ce qu'ils ont créé, en fait, c'est au lieu de faire des entités numériques prédéfinies, donc qui partent d'un point A à un point B en suivant une ligne, et ben eux, ce qu'ils ont fait, pour rajouter une certaine personnalité, ils ont donné en fait des improbabilités. C'est-à-dire que les personnages peuvent se déplacer, mais ils peuvent aller, s'ils ont envie, de partir dans un autre sens. Et du coup, ce qui crée justement ces batailles-là, dès les premières secondes où tu te dis « Ah purée, c'est quand même assez réaliste, quoi, sur les grandes batailles, etc. » Et ben, au lieu d'avoir juste une masse qui bougent de façon très uniforme, comme si c'était des clones, ils nous ont tous donné des petites variétés. Ce qui fait que on n'a pas l'impression, tu sais, que c'est juste scène de bataille full CGI, quoi. T'as pas l'impression qu'il y a une certaine chose vivante, quoi, derrière. Et quand tu regardes assez bien, tu le remarques. Et en plus, t'as cet effet waouh dès le début, quoi. Tu te dis, oh, une grosse bataille d'orques et d'elfes et tout. Mais tu te dis pas juste directement, oh, c'est tout en CGI, quoi. T'as l'impression que t'es directement embarqué dans la scène, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, cette scène de prologue, quand on y pense, extraordinaire, hein, pour introduire le film. C'est ce que t'as dit, ça te met directement dans l'ambiance, en fait. Et tu commences le film, tu vois, il y a Galadriel qui raconte un peu sa vie, mais t'es vraiment dans... Tu plonges dedans directement, il n'y a pas de blabla. Après, voilà, t'as la scène avec Frodon, Bilbon, Gandalf, mais là, ça te met directement à la base. C'est trop bien, elle est trop chaude, cette scène. Elle est très chouette, elle est surtout incroyable, elle est parfaite, même... Comme tout le film d'ailleurs, faut pas. Ça, on est d'accord. Où justement, on a cette scène d'introduction qui nous met directement dans le bain, dans l'univers, et on comprend. En fait, ce qui est fort avec ce film, c'est que dès les premières secondes, on sait qu'on va avoir un film de dingue. Tu vois, on se pose pas de questions. On est introduit à l'univers. L'univers, il est extrêmement riche. Il y a déjà plein de choses qui se passent, mais on comprend et tu sens qu'on va vivre quelque chose, quoi, derrière. Il y a un point aussi que je voudrais parler. La communauté de l'anneau, c'est ton film préféré. Mais qu'est-ce qui fait justement que la communauté de l'anneau est supérieure, entre guillemets, personnellement pour toi, que les 2 tours ou le retour du roi? Qu'est-ce qui fait que il y a un attrait supérieur à ce niveau-là? Je vais revenir sur un truc que je disais juste avant. Moi, c'est vraiment la scène. C'est ma scène préférée de Boromir. J'adore Boromir. J'adore ce personnage. D'ailleurs, c'est dommage parce que on le voit pas suffisamment, alors que dans les livres, il a une histoire de fou malade. C'est vraiment cette scène-là, ce personnage qui me font plus kiffer le 1 que les autres. Alors qu'en vrai, en théorie, enfin, mais pas en théorie, mais si vraiment je suis honnête, le 3, pour moi, c'est le meilleur des 3 en termes de cinéma. Même le 2, le 2, mais à titre personnel, juste pour cette scène-là,
Juste pour Boromir, que j'adore. Si Boromir, tu m'entends, si tu veux me faire tout des gosses, je suis disponible. Tu peux venir me voir. Mais je kiffe ce personnage, je kiffe cette scène. Ça me fait frissonner de fou. Voilà, vraiment pour cette scène-là. Qu'est-ce qui fait justement que Boromir, est-ce que c'est ton personnage préféré de toute la trilogie? Et si oui, qu'est-ce qui fait justement que ce personnage-là, tu l'accroches énormément, quoi? Alors, en vrai, attends, parce que c'est quand même compliqué à dire, parce que Boromir, est-ce que c'est mon personnage préféré ou pas? Je te dirais bien que oui, mais tu le vois pas suffisamment. Donc, si je dois faire sur les personnages que tu vois le plus longtemps à l'écran, je dirais que c'est comme Aragorn, parce que Aragorn, c'est le patron de tout univers confondu. Il est parfait, hein. Mais vraiment, il est parfait. Il est parfait. je vois pas. Si quelqu'un m'entend ici, je pense que vous m'entendez, si vous pouvez me trouver un défaut sur Aragorn, j'attends. Mais je vais attendre très longtemps parce que ça n'existe pas. Je pense qu'on peut mourir avant d'avoir un défaut. Je pense aussi. Mais du coup, ouais, je dirais quand même c'est Boromir, même si on le voit pas suffisamment. J'ai un truc, moi, avec les personnages secondaires, déjà. Par exemple, en parlant d'autres univers, Star Wars, c'est Qui-Gon Jinn. Harry Potter, c'est Sirius. J'ai un truc avec les personnages secondaires. Ce que j'aime bien avec Boromir, c'est la complexité du personnage et le fait que pas mal de gens, moins maintenant, mais beaucoup plus à l'époque, ne comprennent pas le personnage. Et ce que je trouve dommage, tu vois, parce qu'il me fait un peu, entre guillemets, de la peine, parce que tout le monde le déteste par rapport au fait qu'il veut absolument l'anneau. À la fin, tu vois qu'il essaye d'agarrer Frodon et lui prendre l'anneau. Mais si on comprend vraiment le personnage, ça reste un humain, ça reste un mec enfin, le pouvoir de l'anneau est beaucoup trop puissant, donc il n'est pas lui-même, tu vois. Il est pas lui-même, il se fait convertir. Il se fait pervertir par l'anneau, quoi. Donc, vraiment, la complexité du personnage par rapport à l'anneau et le fait qu'il soit vraiment bien écrit, il est intelligemment écrit pour qu'on ait, entre guillemets, qu'on le déteste, mais qu'au final, on l'aime d'amour, font que c'est mon personnage préféré. Il a un truc différent par rapport aux autres personnages. Même si tu le vois pas suffisamment, il est beaucoup mieux écrit que certains personnages. Ça fait très plaisir d'entendre ça. Parce que je rejoins complètement ce que tu dis. Vraiment, parce que Boromir, beaucoup de gens le détestent parce que voilà, c'est celui qui veut récupérer l'anneau, il est perverti par ça, etc. Mais en fait, Boromir, comparé à tous les autres personnages, surtout ceux de la communauté, c'est un personnage avec des faiblesses. Pas un personnage parfait. C'est ça qui est excellent avec ce personnage, c'est qu'il est humain. Tu t'attaches énormément à ce personnage. On parle aussi de la famille plus générale, mais il y a Faramir qui est aussi dans le même registre. Mais ils ont des faiblesses, quoi. Ils sont comme nous, en fait. En fait, c'est bien beau de faire des personnages parfaits. Je ne veux pas prendre Aragorn parce que lui, je pourrais jamais le jeter dessus. Et même, tu prends un personnage parfait, c'est bien, il est parfait, il a aucun défaut. Mais c'est bien aussi de voir des personnages un peu plus humains et tu peux te reconnaître en eux. Exactement. Parce que du coup, ils sont humains, en fait, ils sont comme nous. Demain, crois-moi, Pierre, là, si tu m'écoutes, je connais pas de Pierre, mais c'est un prénom que je dis au hasard. Pierre, si tu m'écoutes, demain, t'as l'anneau. Pas sûr que tu fasses que tu fasses mieux que Boromir. Je pense que tu vas même tomber dans... Tu vas être perverti beaucoup plus rapidement que Boromir. Il est humain, en fait. Il est très humain, oui. C'est ce qui fait aussi ça... Ce qui fait aussi qu'on l'aime, quoi. Et aussi, voilà, il a aussi un sens du sacrifice, voilà. Il a quand même des... il a des valeurs. Il a des belles valeurs aussi, voilà, c'est ça, et qui fait que ça marche aussi. Et c'est quelqu'un que je trouve très... on a beaucoup d'empathie pour lui, quoi. Moi, j'en ai, tu vois, de l'empathie pour lui. Et au final, quand tu regardes les films, si vraiment c'était un connard, Merry Pippin, je pense, le sauvetage qu'il fait, Merry Pippin, je pense qu'il s'en battrait à la race si vraiment c'était un connard. Mais d'autant plus, tu vois dans le 2, dans la version longue, où il a pas envie de partir, il veut pas partir récupérer l'anneau. Eh oui. Et donc tu sais que s'il sombre, si vraiment il veut l'anneau, c'est que c'était pas lui à ce moment-là. Théoriquement, lui ce qu'il veut, c'est être... c'est un combattant, il est là pour son peuple, il est là pour le bien de son peuple, et s'il peut aider, il aide. C'est un vrai combattant, juste avec des faiblesses, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un avec des faiblesses et ce qui fait que on l'aime, quoi. On aime Boromir, voilà, et ça change aussi, voilà, des autres personnages de la communauté, hein. On va pas parler de Aragorn, lui, il est exempté. On lui pardonne. Oui, lui, il a tout, il peut tout faire. Il a tout, il peut tout faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des personnages comme Legolas ou comme Gimli, ou dans le premier en tout cas, comme Frodon ou Sam, parce qu'après ils auront des faiblesses par la suite, bien sûr, dans le 2 et dans le 3, et bien sûr tous régis par l'anneau. Boromir, quand même,
c'est quand même quelqu'un où on peut s'attacher vraiment et ayez de l'amour pour Boromir, quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais créer une pétition. Je vais me faire tatouer sur les tétons, je pense. Ayez de l'amour pour Boromir. Voilà, je pense que c'est un endroit parfait pour lui. Je pense. Pour le coup. En parlant des personnages, parce que voilà, on a parlé de Boromir un peu plus, il faut qu'on parle quand même des autres membres de la communauté. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ce casting général? Pour toi, est-ce que c'est un casting parfait? Tu vois aucun autre personne incarner ces personnages-là? Franchement, non. Et ça, c'est le c'est le plus gros, pas dilemme, mais je fais souvent des vidéos où je parle de films et je dis ouais, tel acteur aurait pu être dans ce rôle-là, machin et tout. Et souvent, il y a des gens qui commentent, j'arrive pas à imaginer tel acteur dans ce rôle-là. Tu peux pas l'imaginer parce que tu l'as jamais connu. Donc au final, pour moi, ce casting qu'on a là, il est parfait de une, mais Nicolas Cage, par exemple, qui avait été pressenti pour jouer Aragorn, rien ne me dit que demain, ça aurait été Nicolas Cage à la place de Viggo Mortensen. J'aurais dit non, mais Nicolas Cage, il est incroyable, je verrais personne d'autre dans ce rôle-là. Pareil aussi pour Russell Crowe, techniquement. Il était aussi considéré. Et il y avait Gladiator aussi, qui a fait qu'il n'a pas pu participer. Il était même... Comme Faramir, qui aura pu. Enfin, Orlando Bloom qui avait postulé à la base pour jouer Faramir. Voilà. Mais dans l'idée, je vois personne d'autre jouer ces personnages-là parce que on connaîtra jamais personne d'autre jouer ces personnages-là, théoriquement. Moi, je trouve le casting intelligent parce que pour la plupart, à part certains, à part Ian McKellen ou même pas Orlando Bloom parce qu'à l'époque, il était pas tant connu que ça. Bah, c'est son premier rôle, hein, Orlando Bloom. C'est son premier rôle. Il est sorti de l'école, il a eu son diplôme et directement après, 2 jours après, il a été embauché pour faire Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est quand même pas mal. Comme... c'est quand même, moi, directement après mon école, je suis parti travailler à McDo. On n'a pas la même carrière, toi, lui et moi, je pense. C'est dommage. C'est dommage. Mais la plupart, c'était des mecs inconnus. En vrai, je veux dire, à part Viggo Mortensen qui avait une carrière avant, à part Ian McKellen, à part Gimli, j'oublie son nom, mais qui avait joué dans Indiana Jones. John Rhys Davies, oui. Voilà, exactement. La plupart, ils sont inconnus, et faire une aussi grosse franchise avec des acteurs quasi inconnus, il faut avoir une sacrée paire de boules. Il les a eu. Donc je trouve que c'est intelligemment fait parce que ils sont physiquement et avec leur manière de jouer, ils ont directement capté la manière de jouer leur personnage. Et non, le casting pour moi il est parfait. Il n'y a pas d'ego aussi, c'est surtout ça. Hein. C'est ce qui est aussi très intelligent avec ce casting, c'est qu'il n'y a pas d'ego parce que c'est des personnes qui sont pas connues. Même Ian McKellen, quand il a commencé le Seigneur des Anneaux, il n'était pas encore connu, il n'avait pas encore fait le premier X-Men aussi. C'est là où il s'est fait, mais il a explosé, tu vois. Il avait quand même sa carrière avant. Oui, voilà, il avait quand même une petite carrière derrière. Il y avait Christopher Lee aussi, on oublie un petit peu, mais Christopher Lee, il avait déjà une grosse carrière derrière. C'est peut-être la personne qui était là. Il y a à ex aequo peut-être avec Kate Blanchett ou Hugo Weaving, parce qu'il y avait Matrix aussi qui arrivait avant. Ouais, c'est vrai. Attends, j'essaie de réfléchir, il y avait qui d'autre dans le film qui... il y avait Kate Blanchett peut-être pas, parce que elle était quand même à son début de carrière, techniquement. Hugo Weaving avec Matrix, parce que c'est arrivé juste une année avant, ou même juste 2 ans avant. Non, mais je pense que c'est... il y avait Ian Holm, Bilbo, qui avait joué dans Alien. Les chariots. C'est vrai qu'il y a Ian Holm pour le coup, mais il a un petit rôle, tu vois. Enfin, il a quand même le rôle de Bilbo, mais quand même c'est un petit rôle. Mais je pense qu'en vrai la plus grande star dans le film c'est peut-être Christopher Lee. Hein. Christopher Lee, oui. En tout cas à l'époque. On parle bien de l'époque. Quand on prend les années 2000, la plus grande star avec un énorme pédigré déjà, c'est Christopher Lee. Et bon, est-ce qu'on parle de Christopher Lee ou pas tout de suite maintenant? Comme tu veux. T'as dit un truc et c'est vrai, c'est qu'il n'y avait pas d'ego. Et t'entends souvent, que ce soit pour les films ou les séries, le tournage s'est mal passé parce qu'il y avait des tensions, parce qu'il y avait vraiment... il y avait des tensions, des engueulades, machin. Le Seigneur des Anneaux, et t'avais même dit un truc au départ, c'est une famille. Il n'y a pas eu d'embrouille, c'était vraiment... Tu sens vraiment le tournage sain, où ils se sont fait kiffer, ils ont adoré leur truc, même si t'as un acteur, je veux dire une connerie, mais Pipin, qui a peut-être un rôle moins important que Elijah, parce que Elijah, c'est le personnage principal, entre guillemets. Même le personnage secondaire... Il avait pas ce truc d'ego en disant putain mais moi aussi je vais être connu comme Elijah Wood qui a le rôle principal. Non, tout le monde était là. Ils ont fait leur travail, ils ont tout ce qu'il fait et tu le ressens pas mal quand tu regardes le film. Et même quand tu regardes les interviews pour faire la promotion ou autre, tu ressens vraiment qu'ils sont tous potes quoi. Et même le making of hein. On parle des making of regardez les making of de la trilogie même de la communauté de l'anneau, c'est un bonheur quoi. C'est un bonheur. T'avais vu avec le
Do you wear a wing? Je sais pas si tu l'as- C'est là, elle est excellente. Tu portes une perruque, là? Oh. Elle est un putain de merde. Ah non, ça c'est très drôle. Hein. Mais Si vous n'avez pas la ref, si vous n'avez pas la ref, bah allez voir. Et vous comprendrez pourquoi elle est incroyable cette référence. Mettez interview Wing, c'est Wing la perruque, c'est Lord of the Rings. Vous allez vous taper une barre. Voilà. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. Et vous allez rire. Passez une mauvaise journée, vous mettez cette interview, je pense que ça va être trop bien. Ça va être très très bien. Aussi, ce qui était aussi très, très intelligent de la part de Peter Jackson, c'est que pour créer un petit peu cet esprit de famille, il avait, petite anecdote, je prends un peu ton rôle, ils avaient ramené les 4 hobbits, donc Elijah Wood, Sean Astin et Merry Pippin, mais j'ai plus leur nom malheureusement. Billy Boyd et Dominic Monaghan. Voilà, merci. Ils les ont ramenés tous ensemble, isolés tous, genre quelques mois avant le début de la grosse production des 3 films, hein, parce que quand on parle de la communauté de l'anneau, en réalité, c'est les 3 films succinctement. Et c'est intelligent de la part de Peter Jackson de créer un moule où en fait, voilà, ils discutent, tu vois, ils se créent leur propre univers parce qu'ils vont quand même rester là pendant 3 ans. Donc autant avoir une bonne ambiance dès le début. Et c'est intelligent comme il l'a fait et ça a marché. Hein. Parce que maintenant, ils sont tous potes. C'est un bonheur de les voir à chaque fois quand ils se réunissent. À chaque fois, par exemple, pendant le Covid, je sais pas si tu as vu les vidéos, mais pendant le Covid où ils ont ramené tout le cast en visio. En Zoom, là, ouais. Qu'est-ce que c'est drôle aussi. Allez écouter cette vidéo, elle est extrêmement marrante. Et tu sens que tout le monde est heureux d'être là, en fait, qui était heureux d'avoir fait tous ces personnages. Et c'est aussi en partie grâce à Peter Jackson d'avoir réussi aussi, tu vois, de garder cette cohésion-là. Et c'est magique, hein. Ça tient presque du miracle à ce moment-là. De toute façon, tout le film et même toute la trilogie est presque un miracle en soi. Je pense. Tu trouves ? Vraiment miracle ? Oui, parce que déjà, adapter un univers pareil au cinéma qui soit accessible tout en restant riche, avec une proposition de mise en scène qui est assez folle, les décors qui sont tous grandioses, la Nouvelle-Zélande, bel office du tourisme de la Nouvelle-Zélande, va falloir que j'y aille un jour. Tu sais mais en plus il y a des tours et ça c'est mon plus grand rêve de faire un tour. À Hobbit Town. Ouais, vraiment, pas forcément, mais vraiment ils font un tour de tout ce qui a été des lieux de tournage et tout. Ah, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, petite anecdote, ils ont créé en Nouvelle-Zélande le ministère de l'anneau. Le ministère de l'anneau. Tiens, je suis pas au courant ça. Et en fait, c'est tout ce qui en fait c'est un ministère. Bon, c'est plus pour la blague entre guillemets, mais en fait tout ce qui a un rapport avec le Seigneur des Anneaux, surtout de côté commercial, ça passe aussi par eux. Ah mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais habiter directement en Nouvelle-Zélande, mais c'est des génies. Mais c'est incroyable. Je veux, c'est mon rêve. Enfin, d'habiter non, mais au moins d'aller visiter, juste pour le Seigneur des Anneaux. Hein. Franchement, c'est même si le pays est très beau, je suppose, je connais pas plus que ça. Mais juste pour le Seigneur des Anneaux, je rêverais d'y aller. Mais je pense que le pays est très beau, rien qu'au fait de le voir en fait. Tous ces pays, c'est très simple. Tous les paysages que vous voyez dans le Seigneur des Anneaux, ce sont des paysages réels qui sont qui viennent de la Nouvelle-Zélande. Voilà, où ils ont carrément créé certains décors comme le village des Hobbits, bien évidemment. Ça, ou même par exemple le gouffre de Helm, c'est vraiment, c'est une montagne, une vraie montagne qui est là-bas, juste ils l'ont rajouté numériquement, mais la montagne, en tout cas le lieu existe. Juste après ils font des rajouts en post-production pour rajouter le château, mais c'est des vrais décors. Tout ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment ça a été filmé sur place. Voilà, c'est un film purement néo-zélandais, parce que aussi Peter Jackson est néo-zélandais, donc il connaît très très bien ses emplacements. Et quel bon choix, en fait, la Nouvelle-Zélande, pour le coup. On n'arrive plus à dissocier cet endroit-là du Seigneur des Anneaux. C'est quand même assez... c'est vrai. C'est quand même assez fou. Tu penses Terre du Milieu, tu penses Nouvelle-Zélande. Et c'est très 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 fort à ce niveau-là. On n'a pas parlé d'un point extrêmement important, parce qu'on a parlé des acteurs, etc. Il y a quand même eu beaucoup de trucages qui ont été faits dans ce film, notamment au niveau des détails. Hein, je pense que tu es au courant. Est-ce que tu sais la façon dont ils ont fait pour essayer de truquer justement les différences de taille? Un peu plus proche, un peu plus près. Ouais. C'est ça, ils ont utilisé ça en fait entre les hobbits et les homologues humains, voilà.
En fait, les différentes équipes, en fait, ils utilisaient des perspectives forcées, en fait, en plaçant les personnes plus grandes près de l'objectif pour les faire paraître plus imposants que les semi-hommes. Et du coup, bah, il y avait ça. Et aussi, il y avait des systèmes de plateformes et de poulies qui permettaient aux comédiens, justement, de bouger en même temps. Et ainsi À garder... savoir que, merde. Frodon Et Sam Gandalf Ah non, Gandalf Ok. n'ont fait aucune scène ensemble. Ils n'ont jamais tourné ensemble sur le film par rapport à la différence de taille. Voilà. Et vous vous rendez compte que rien qu'avec cette information, là, vous vous posez la question, comment c'est Parce possible? qu'en fait, tu dis, en plus, rien que la première scène de leur rencontre, ils sont ensemble. Mhm. Ils sont à côté. Mais aucune scène. Après, peut-être mis à part celle-là, j'ai un doute. Mais dans les articles que j'ai lus, dans plusieurs articles que j'ai lus pour vraiment confirmer l'info, ils ont vraiment précisé aucune scène n'a été faite. Enfin, ils n'ont jamais tourné ensemble, justement par rapport à cette différence de taille. Mais t'as pas l'impression que c'est Sifa comme on l'a dit juste avant avec les effets spéciaux. T'as pas l'impression du tout en fait que t'as deux personnes qui se sont jamais vues quoi. T'as l'impression qu'ils ont toujours été là ensemble sans. C'est incroyable hein. Vraiment. En plus, ce qui est trop bien avec ce film, la communauté de l'anneau, plutôt ces films, c'est que tout est. Enfin, il y a très peu d'utilisation d'effets spéciaux. Pas bien sûr les créatures mystiques, et même tu vois les orques, les urukai, etc. C'est des vraies personnes, tu vois. Ouais, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien d'avoir fait ça parce que du coup, bah, et plus réel. Voilà, c'est ça. T'as un caractère plus terre à terre, plus réel, et c'est trop bien. C'est super. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs les grandes productions aujourd'hui ne le font plus. Alors j'en parlais récemment avec un pote. Je sais pas si tu connais Sirens. Non, je vois pas, non. Non. Et on en parlait justement des films d'avant, enfin surtout les blockbusters d'avant et de maintenant. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, t'avais beaucoup plus de films iconiques, même de sagas, Transformers, Pirates des Caraïbes, Seigneur des Anneaux, machin. Vraiment des gros blockbusters. Maintenant, t'en as beaucoup moins. Et justement, on parlait justement par rapport à ça des effets spéciaux. À l'époque, en plus, ça date enfin, le Seigneur des Anneaux, ça fait plus de 20 ans. Ça fait quasi 25 ans. Ça fait quasi 25 ans, ouais. Visuellement, je suis désolé. Pour moi, tu me prends un mec qui a jamais entendu parler du Seigneur des Anneaux, qui l'a jamais vu, tu le fais regarder maintenant, je suis quasiment sûr que le mec, il va dire, putain, mais le film, il est sorti il y a 5-6 ans. Alors que, parce que c'est beau, c'est encore beau visuellement. Alors que tu prends un film de maintenant, qui est sorti, on va dire, il y a 2-3 ans, tu le regardes dans 20 ans, tu dis, la qualité, c'est dégueulasse. Mais je pense qu'il n'y a plus la même envie. Surtout une question de savoir-faire. Je pense les gens, ils savent plus faire comme avant les effets spéciaux. Donc je sais pas ce qui s'est passé entre il y a 25 ans et maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les effets spéciaux étaient fou malades. C'était une autre manière de faire et peut-être une question d'envie. Pourquoi on trouve plus ça maintenant, je sais pas. Question d'envie, peut-être aussi question de charge aussi de travail qu'il peut y avoir aussi. Ouais, aussi. Oui, c'est vrai que parce que même si tu vois les 3 films ont été faits en même temps, ils ont quand même laissé beaucoup de temps avant pour la pré-production et pendant la production, tu vois, de laisser le temps aux équipes de bien faire les choses, tu vois. Je pense aussi qu'il y a cet effet-là de question d'envie, il y avait ça aussi que je voulais, voilà, question d'envie. De vraiment laisser le temps de laisser aux gens laisser le temps de les laisser travailler. Ouais, c'est ça, la patience. Tu vois, la patience de laisser aux équipes de faire les choses. Et je pense que c'est aussi un problème, je pense, au niveau des studios, tout simplement, qui, je pense, sont avares d'argent et veulent avoir l'argent tout de suite. Donc ils veulent que ça sorte tout de suite, ouais. Voilà, et c'est pour ça aussi que je dis que on n'en refera plus des films comme ça. On laisse le temps, on prend les choses très claires. Et surtout de donner la confiance, la pleine confiance au réalisateur. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça quasiment. À part peut-être James Cameron, tu vois. Mais lui, c'est une exception, tu vois. Il y a plus de ça, tu vois, aujourd'hui, de se dire on fait confiance au réalisateur, on lui laisse le temps qu'il a besoin, sans lui mettre de pression. Il y a du Nolan aussi, ouais. C'est vrai que maintenant, ça se fait rare. Même Nolan, c'était compliqué, parce qu'il s'est barré quand même de la Warner. Hein. À un moment, parce que la Warner, il le poussait quand même pas mal, et il s'est barré au bout d'un moment, quoi. Donc, même là, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi, je vois que James Cameron, tu vois, dans cette lignée, et plus personne, quoi, tu vois. Et c'est pour ça je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que c'est surtout l'envie, quoi. Il y a
plus la même envie qu'avant. Et surtout, voilà, c'est régi par le plus de profit possible et non pas par l'envie de faire un bon film. Ou en tout Et je cas, pense qu'il y a aussi une question de savoir-faire, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'ai un exemple en tête qui a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Mhm. Mais je sais que par exemple, dans les films Transformers, enfin les Transformers, quand tu regardes le film, pareil, ils sont beaux, tu vois. Franchement, ils sont bien faits. Ah oui, ils sont très Et, beaux. Mhm. j'ai pas la véracité de cette information. J'avais lu ça sur un article. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pas parti le confirmer d'ailleurs. Mais le mec qui avait fait ce design-là, il est mort. Sauf qu'apparemment, de ce que j'ai lu, c'était le seul mec qui savait faire ces effets spéciaux-là pour les Transformers. Et vu qu'il est mort, c'était une technique particulière en fait, son travail. Malheureusement, il y a personne qui saura faire comme lui. Donc peut-être que là pour le Seigneur des Anneaux, j'en sais rien, hein, c'est vraiment une supposition. Ou même pour les films de manière générale. Est-ce qu'il y a plus le même savoir-faire? Est-ce que les gens qui savaient faire ça à l'époque, finalement, ils ont pris leur retraite? Malheureusement, peut-être qu'il y en a qui sont décédés ou juste qui travaillent plus là-dedans. Du coup, forcément, il y a des nouveaux arrivants, mais qui n'ont pas la même technicité, le même savoir-faire sans dire que leur travail est mauvais, attention, mais vraiment la même technicité des anciens films. Il y a peut-être ça. Oui, aussi, je pense qu'il y a surtout en fait cet effet de, il n'y a pas eu de transmission de savoir-faire, simplement. Comme un petit peu, on prend une comparaison un peu comme dans l'artisanat. Malheureusement, il y a des techniques qui disparaissent au fur et à mesure du temps parce que il n'y a pas eu de transmission de savoir-faire. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça arrivait à une période où, justement dans les années 2000, la technologie, elle commençait justement à venir, mais c'était pas encore un gros boom comme on a pu l'avoir par la suite dans les années 2010 ou 2020, où là, c'est prédominant. Mais justement, on avait besoin de ces personnes-là qui avaient ces techniques-là avant, mais qui malheureusement nous ont peut-être quittés ou nous ont pris leur retraite, et du coup, il n'y a pas eu cette passation-là. Et ce qui fait peut-être qu'aussi, il y a des techniques qui faisaient que la CGI était plus belle, qui ne marchent plus aujourd'hui, et que du coup, il y a cette diminution-là. Parce que voilà, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus, c'est qu'il y a quand même une diminution de la qualité des CGI aujourd'hui, quoi. Ah ouais, complètement. De manière globale. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que tu vois, c'est triste, quoi, à ce niveau-là. Parce que tu vois, des films de quasiment de 25 ans sont plus beaux que certaines productions qui viennent de sortir de l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'est fou de se dire ça, quoi. C'est ce qui fait aussi encore que le film et la trilogie dans sa globalité, parce que oui, pendant cet épisode, on parle quand même beaucoup de la trilogie, mais parce que quand même, la communauté de l'anneau, c'est quand même plus une partie 1 d'un livre, enfin d'un film, plus qu'un film à part entière, même si quand même, ça fait quand même le job complet, la communauté de l'anneau, hein. Il y a un début, une fin, mais il y a une continuité. Mais c'est quand même fou de se dire qu'un film de 25 ans tabasse des films d'aujourd'hui, et c'est même triste à ce niveau-là, quoi. D'accord. Je voulais savoir un petit peu comment a évolué ta vision, ton esprit du film, enfin un petit peu au fil des années, parce que tu me disais, voilà, tes yeux d'enfant, c'est pas la même chose, parce que tu me disais que t'avais pas compris certains aspects et tout. J'aimerais savoir en fait l'évolution un petit peu de toutes ces choses que t'as pu comprendre au fur et à mesure de tes visionnages, justement. Moi, alors c'est on va dire entre guillemets, c'est particulier, c'est que à chaque fois que je regarde un film, mais là du coup pour le Seigneur des Anneaux, j'ai cette habitude de, pendant que je regarde le film, c'est une mauvaise habitude, faut pas le faire quand on regarde un film, rangez vos téléphones, mais bon bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est vraiment, pendant que je regarde un film, je suis sur mon téléphone et je cherche des infos. Vraiment sur les acteurs, sur des scènes, sur machin et tout. Et là où j'ai pris plus de plaisir à regarder les films maintenant, on va dire, entre guillemets, quand je dis maintenant, c'est quand j'étais un peu plus vieux, c'est que j'avais cette habitude-là vraiment de regarder tout le temps des anecdotes. Et du coup, c'est ce que je fais en fait maintenant. Et j'ai eu cette vision différente en fait. Ce qui m'a vraiment, où j'ai eu un œil différent sur le film, c'est que j'avais ce besoin de voir toutes les anecdotes possibles sur le film que j'étais en train de regarder sur le moment présent. Sur le Seigneur des Anneaux par exemple, tu vois. Mmh. Et ça donne un aspect différent au film en vrai. Ça donne un aspect différent. Du coup, je le comprenais mieux, enfin je comprenais mieux certains détails. Pourquoi à ce moment-là il dit ça, pourquoi il se passe ça à ce moment-là, même leur manière de jouer, leur manière de se comporter. Par rapport aux anecdotes que je regardais sur le moment présent, tu comprenais mieux certaines scènes. Bizarrement, parce qu'il y a des choses, tu peux le remarquer quand tu vois le film, mais t'es pas sûr à 100% de l'info. Du coup, moi, je partais vérifier directement. Un truc tout con, mais bon là, c'est dans le 2, mais parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Sylve Barbe, qui, en fait, la voix et celui qui joue, c'est
John Rhys Davis, c'est le même acteur qui fait les deux. C'est la voix de Gimli, en effet. Et quand j'ai vu le film, d'ailleurs, hier, pour la petite anecdote, les deux tours, j'étais pas au courant. Et quand j'ai regardé les crédits de fin, et que je vois The Voice of Silverbarb by John Rhys Davis, j'étais « Ah, c'est la même voix !» Et tu vois, C'est vous. et tu vois, et c'est ce que je te dis en fait, à chaque fois que je re-regarde le film, soit parce que avant de revoir le film, j'avais fait peut-être une vidéo où j'avais vu une anecdote, mais du coup j'ai plus d'intérêt à re-regarder la scène parce que j'ai vu une info il y a pas longtemps. Mais c'est toujours cette recherche d'infos, d'anecdotes où du coup je me penche un peu plus sur le film ou un peu plus sur une scène en question auquel auparavant à la rigueur je m'en foutais complètement. Dans le dans le dans le 1, quand ils sont dans la Moria, il y a une scène où, en soi, tu t'en fous, enfin, t'as pas d'intérêt à la regarder plus que ça. Mais quand ils sont dans la Moria, t'as Aragorn et Legolas. C'est juste après que c'est Merry qui fait tomber le squelette, ou Pipin, c'est Merry. Non, c'est Pipin. C'est Pipin. Non, ouais, c'est Pipin. Ah, c'est ça. Donc Pipin, il fait tomber le squelette. Juste après, t'as une scène où tu vois dans le même plan, Legolas et Aragorn, et t'as Aragorn qui est un peu en mode, putain, fait chier, quoi. Et tu le vois juste de face. Tu vois vraiment à côté de son visage. Parce que de l'autre côté de son visage, en fait, il était blessé, sa gueule était remplie de bleu. Et du coup, ça, tu t'en fous. Quand tu regardes la scène, tu penses pas à ça. Et une fois que t'as vu cette info-là, tu re-regardes la scène et tu comprends mieux pourquoi ce plan-là, il est filmé de telle façon. Et donc, j'ai toujours eu un œil différent, justement, du coup, par le recherche d'infos et d'anecdotes, mais que j'ai fait depuis... ça fait 10 ans que je suis comme ça, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais pour tous les films, en général. Est-ce que justement c'est le Seigneur des Anneaux qui t'a ouvert justement cette voie de j'ai envie de connaître des anecdotes, j'ai envie de savoir des faits improbables sur le film, et c'est pas un peu ce film-là qui... ok, c'est pas ce film-là. Je sais pas. Non, je sais pas pourquoi ça a commencé, je sais pas avec quel film ça a commencé. Je sais que je le fais depuis des années avec tous les films. Même juste regarder le casting, voir dans quel film tel acteur a joué, machin, je le fais systématiquement sur tous les films. Avec quel film ça a commencé? Est-ce que c'est avec Le Seigneur des Anneaux? Peut-être. Mais en vrai, j'en sais rien. Ok, très bien. Je sais plus à quel moment ça a commencé. Mais je me rappelle à l'époque, ça a dû commencer quand j'avais 10 piges de faire ce truc-là. Ah oui, quand même, ça remonte. Hein. Mais oui, c'est la curiosité, c'est de voir des trucs, etc. Même les bonus aussi, des fois, ça peut aussi jouer là-dessus, de voir les bonus, de connaître un peu les effets. Il y a tellement de choses intéressantes. Les gens sous-estiment, je dis ça, sous-estiment, j'en sais rien, mais il y en a sans doute qui sous-estiment les bonus ou les making-of, mais franchement, il y a des choses tellement intéressantes qui sont dans ces making-of et qui peuvent vous faire comprendre énormément de choses sur le film que vous venez de voir. Il y a tellement d'informations où, pareil, tu te dis, mais j'y aurais jamais pensé, ou je m'en fous, tu vois, mais une fois que tu as l'info, tu dis, ah, finalement, c'est intéressant de savoir ça, parce que du coup, j'ai une autre vision sur le film. C'est trop bien, le making-of, sous-côté, regardez-en si vous avez l'opportunité, surtout si c'est sur un film que vous kiffez. Par contre, Le Seigneur des Anneaux m'a fait faire un truc, donc c'est pas la recherche d'anecdotes. Moi, concrètement, je suis pas un fervent défenseur de la VF, mais je regarde, alors me tapez pas dessus, principalement mes films en VF. Parce que... moi, je te tape pas dessus. Bien, tout le monde fait comme il veut. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en fous si tu regardes en VF, tu regardes en VF, si tu préfères regarder en VO. Tant que tu regardes le film et que ça te fait kiffer, regarde de la manière que tu souhaites. Pour moi... Mais... Vas-y. Pour moi, la VF du Seigneur des Anneaux dans sa globalité est tellement meilleure que la VO, je trouve, et je regarde que en VF, quoi. J'adore trop cette VF, elle est incroyable. Après, je sais très bien que je suis d'accord sur la VO, c'est la version originale, ça sera toujours la meilleure des versions, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai toujours grandi avec la VF, je regarde en VF, bref. Mais je crois que c'est avec ce film-là que j'ai commencé à regarder certains films en VO, parce que c'est un film que je connais par cœur. Chaque phrase, chaque dialogue en VF, je les connais. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, je vais tenter en VO. Parce que c'est la vraie version et c'est même stylé. Il y a des films que je trouve hyper stylés en VO parce que c'est vraiment l'intonation. Et je crois que j'ai commencé avec ce film-là. Du coup, certains films que j'avais déjà vus quand j'étais gosse, maintenant je me les fais en VO parce que je les connais par cœur. Mais j'ai commencé avec le Seigneur des Anneaux et la communauté de l'Anneau, je crois. Est-ce que ça t'a aidé justement pour l'anglais, etc. Parce qu'en tout cas, moi, pour mon film préféré, ça m'avait vachement aidé quand même. De connaître un film par cœur, de le regarder en anglais et du coup de pouvoir t'améliorer comme ça en anglais. Non, parce que j'avais fait un travail, je travaillais à Disney à l'époque, et la plupart de mes collègues étaient anglais. Donc c'est vraiment le fait de travailler dans un milieu anglophone qui m'a appris à parler anglais. Mais ouais,
Je sais que c'est une bonne technique pour apprendre anglais. Ouais. Mais c'est pas, j'ai pas appris anglais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça va, parce que c'est Spider-Man 2 de Sam Raimi, mon film préféré. Et j'étais bi avant, tu vois, en anglais. Mais c'est un peu ce film-là, en connaissant par cœur le film, que j'ai appris énormément de mots, de vocabulaire, etc. Et c'est comme ça que ça ah ouais, parce que du coup, t'arrives à assimiler les mots en français voilà. en fait. Et t'assimiles parfaitement, parce que du coup, vu que tu connais déjà le film par cœur en français, du coup, tu sais très bien quel mot s'agence avec quel autre mot, tu vois. Et c'est trop bien. Ah ouais, complètement. C'est une technique qui marche de fou. Hein. Mais ouais, c'est une technique qui marche, et c'est vraiment une technique que je recommande à tous les auditeurs. Écoute, vraiment, c'est une technique qui est vraiment super, et qui est vraiment trop cool. En plus, ça vous permet de voir votre film préféré, donc c'est aussi un bonus, hein. On va dire ça. Mais voilà, en tout cas, c'est une technique qui est très bonne. Et oui, je te rejoins complètement aussi là-dessus sur making of, regardez les making of. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est les commentaires audio. Extrêmement sous-coté, encore plus que le making of pour le coup, parce que les commentaires audio, ça permet aussi de connaître la vision d'un film. Tu vois, par le réalisateur, par les acteurs, etc. Et c'est trop bien. Tu trouves ça où? Les commentaires audio, alors ça dépend. Je crois pas que dans le Seigneur des Anneaux, il y en ait. Mais... Tu parles pas des livres. Non. Je parle des commentaires audio dans le film. Parce que il y a des films où vous pouvez avoir les commentaires audio des acteurs ou des réalisateurs qui sont implémentés dans les bonus. Pas toujours. Ok. Ça dépend. Je crois pas que dans. Si, je crois. Je suis plus sûr. Mais je sais même plus si dans le Seigneur des Anneaux, il y a commentaires audio. Je crois que si, avec Peter Jackson. Mais je crois que oui, il y en a un. Je suis plus sûr. Bref. Mais si, mais je dis des conneries. Bien sûr que si, il y en a un de commentaires audio. Du Seigneur des Anneaux. Eh si, je dis des conneries. Avec Peter Jackson. Je suis désolé, hein, mais j'ai des fois une mémoire défaillante. Ouais, qui flanche énormément. Non, je parle pas de livre audio. Je parle bien de commentaires audio dans les films où au lieu, enfin, vous avez le son du film en derrière. En fait, c'est un peu une réaction en fait au film. Voilà, t'as le réalisateur ou l'acteur, ou voire même des fois c'est des techniciens qui sont dans le film, qui réagit au film scène par scène directement, tu vois, en live, et ils donnent des fois ou même très souvent des anecdotes, la vision du film, ce qu'ils ont voulu faire, etc. Et c'est très très fun à le faire aussi. Okay, ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, et c'est vraiment très très fun. Je pense que dans les Seigneurs des Anneaux, il y en a, mais ma mémoire flanche à ce niveau-là. Bon, je sais qu'il y a des making-of à voir absolument, hein. Ils font partie des meilleurs making-of de tous les temps, notamment celui de la communauté de l'anneau, pour voir tout le processus de départ, etc. Toutes les anecdotes qu'il y a, c'est assez hallucinant. Pour le coup, c'est un film entier, hein, le making-of, je crois que c'est 2h20 ou 2h30. Ah ouais. C'est le making-of. Donc, je suppose tu peux trouver ça sur internet. Oui, alors pas en sous-titré VFR malheureusement, mais sur YouTube, vous avez les 3 commentaires audio des 3 films. Vous mettez juste Making of Lord of the Rings et vous l'avez, tout simplement. Voilà, en qualité pas ultra HD non plus. En qualité, je crois 480p, mais bon, on est là pour le plaisir, donc on s'en fout un peu de la qualité. Mais ouais, c'est ça, 2h30. Je suis sur YouTube, je regarde, oui, okay. Voilà, 2h30 pour le premier, en tout cas pour la communauté de l'anneau. En fait, il y en a même plusieurs. Non, c'est ça. Après, voilà, 2 heures pour le retour du roi, etc. Bon, bref. Il y a du contenu en plus, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et ça permet aussi de connaître tout l'envers du décor, toutes les anecdotes, etc. Et c'est ça qui est fantastique. Derrière, donc okay. Oui. C'est bon, ça va. Donc oui, je rejoins complètement ce que tu dis. Regardez des making-of, etc. pour vous renseigner, pour vous documenter. Parce que c'est trop bien et ça vous permet aussi d'avoir cette vision-là. Tout simplement, cette nouvelle vision. Parce qu'un film peut avoir une nouvelle vision quand vous avez justement tous ces éléments-là, comme toi, tu as pu l'avoir justement dans tes divers visionnages. En parlant de visionnage, tu l'as regardé combien de fois à peu près le film en donnant une petite fourchette, on va dire. Une petite fourchette. Oh. Il est sorti quand? Il est sorti en 2001. Ouais, 2001. J'ai 28 piges. On va dire que j'ai dû commencer à regarder le film pour la première fois. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Donc ça me laisse 20 ans de visionnage. Ouais, attends, c'est chaud quand même. Je dirais, putain, tu me fais un truc entre une trentaine de fois, je pense. Quand même, une trentaine de fois, c'est énorme, surtout pour. Je pense, parce que je me dis, par an, en général, je me fais, par an, ça peut m'arriver de faire 2 fois, faire un marathon 2 fois par an.
En moyenne, c'est 1 à 2 fois par an, quoi. En moyenne, des fois, ça peut être plus. Ouais, entre 20 et 30 fois, je pense. Ouais, quand même, hein. C'est pas mal, hein. En une trentaine de visionnages, t'as pu étoffer énormément ta vision du film. C'est trop bien. Ouais. Attends, mais je te dis que je te dis ça, mais non, je sais qu'à l'époque, il y a en 2017-2018, souvent, genre, quand il y avait un pote j'avais mon meilleur pote qui venait à la maison, on se mettait toujours le film on se le mettait toujours, et vu qu'il venait à la maison très souvent, ouais, par an, des fois, ça m'arrivait de le faire un marathon 5-6 fois. Hein. Donc, ouais, franchement, entre 20 et 30, peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, mais à peu près par là, ouais. C'est énorme, mais bon, il le mérite, hein, donc c'est... Il mérite. J'arrive pas, même après autant de visionnage, je m'en lasse pas. Je le regarde, bon, pas comme si je le découvrais pour la première fois, mais je suis comme un gosse devant, et je suis à fond, et je m'entends gueuler les répliques. C'est ça qui est trop fort avec notre film préféré, c'est cette connexion qu'on a avec ce film, et c'est ce qui marche en fait, et ce qu'on aime en fait. Ouais. C'est ce qu'on a. Et justement, tu parles un peu de ton pote qui est venu ça. Est-ce que tu as aussi partagé cette passion de ce film-là à d'autres personnes, et si oui, comment ils ont réagi en voyant ce film? Alors, je l'ai fait partager à mon coloc, qui lui est vachement film d'action, mais tout ce qui est film de fantasy, il aime pas du tout. Ok. Tout ce qui est fantasy, c'est pas son type. Et je l'ai saoulé pendant des années, genre en disant ça, mais t'inquiète, tu vas voir, oui, il y a des elfes, machin, mais l'histoire, il faut regarder l'histoire. J'ai réussi à le faire regarder, il a bien aimé. Bon, il a pas non plus surkiffé à tel point que ce soit son film préféré, mais il a bien aimé. Mais pour quelqu'un qui aimait pas la fantasy de base, c'est une victoire. Hein. Ouais, bah franchement, moi, quand en plus, je suis le genre de mec, je kiffe faire découvrir des films que j'adore. Et surtout, peut-être que c'est chiant, mais j'aime bien voir la réaction du mec. Quand moi, je sais qu'il y a une scène que je kiffe, voir ce que lui va avoir la même réaction que moi. Du coup, je suis vachement attentif à ces détails. À ces détails à lui, tu vois, à sa manière de voir le film. Et c'était bien parce que du coup, ouais, il a peut-être pas non plus surkiffé comme un fan, mais je sais qu'on a pu parler. Il a pu avoir ses avis, avoir ses personnages préférés, on a pu débattre et tout, c'était trop bien. Et il en a pensé quoi de cette scène de Boromir? Est-ce qu'il était ému? Est-ce qu'il était... Ah putain, très bonne question, je sais plus. Ah, dommage. Je sais que là, beaucoup, j'avais envie de me fight avec lui. Bon, peut-être pas me fight, mais je sais que l'un de ses personnages préférés, parce qu'il a de la peine pour lui, c'est Gollum. Mon Dieu. Mais sinon, non, mais il a pas la même vision que moi du film. Ok, mais c'est pas mal aussi d'avoir une vision différente, de se dire voilà. Ouais, mais c'est ça qui est bien, justement. Et t'en as d'autres ou pas, d'autres personnes que t'as pu... J'ai ma première ex. Ma première ex. Alors, je l'ai pas vraiment fait découvrir moi tout seul. C'est de taper un délire pendant un temps, de se faire un marathon de toutes les grosses franchises, Marvel, Star Wars et tout. Et j'avoue que du coup, mon ancien beau-père et moi, on l'avait quand même saoulé pour faire le Seigneur des Anneaux. Donc, on s'y met à deux pour la faire regarder. Elle a regardé. Et je crois qu'elle avait bien aimé, je crois. Bon, elle avait trouvé ça long, mais je crois qu'elle avait bien aimé, dans mes souvenirs. Dans la globalité, les gens ont apprécié. C'est sûr. Ouais. Et est-ce que c'est tout? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est tout? Oh, je crois que c'est tout. Il y en a sûrement d'autres, mais là, de tête, j'ai pas. Et j'ai eu des retours de gens, de potes, qui avaient jamais vu le film, mais en mettant une story sur Insta, et en marquant je commence le Seigneur des Anneaux, machin. Du coup, en parlant avec eux, donc ça vient pas de moi l'idée de les faire regarder le Seigneur des Anneaux, et du coup, on a pu parler de leur expérience, et je sais que même eux ont kiffé. Voilà. Donc, dans la plupart des gens que je connaisse qui ont regardé pour une première fois, la plupart, ils ont bien aimé. Le film fait l'unanimité, et c'est sûr et certain, voilà, il fait l'unanimité, oui, parce que c'est un film parfait, voilà, on va pas le répéter. Ouais. Pour ça d'ailleurs qu'on parle pas trop du film de manière générale, parce que bon, on n'a pas grand chose à dire, par que c'est trop bien, que tout est parfait, etc. Et en parlant de choses parfaites, je fais cette transition-là pour parler de, pour moi, la chose la plus parfaite, la plus magnifique de ce film, la musique d'Howard Shore. Quand on parle, j'ai déjà les poils qui s'hérissent. Qu'est-ce qui m'arrive? D'ailleurs, cet épisode, je vais faire une transgression au podcast, mais je pense que je mettrai toute la BO du Seigneur des Anneaux, je pense, ce qu'il mérite. Merde. C'est extraordinaire. Hein. Pour moi,
objectivement l'une des meilleures BO de tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas de question, en fait. Chaque musique est exceptionnelle. Mais la musique du Rouen, elle est... La musique du Rouen, la musique de la comté de base, même la musique de Faucombe est magnifique. La musique des Nazgûl, enfin bref, la Moria. Bref, on peut vous citer toutes les musiques. C'est une aventure. La musique en elle-même est une aventure qui suit parfaitement le cours du film. C'est la musique parfaite, une musique d'aventure. Mais en plus, j'adore voir des reprises sur YouTube ou sur TikTok de gens qui vont faire ça de manière acoustique. Mais même ça, c'est beau. Chaque reprise est belle. Parce que la musique de base est belle. Mm-hmm. Ça, c'est excellent ce que tu dis justement, c'est que on dit très souvent que ouais, une telle BO, elle est magnifique dans le contexte du film, mais il faut voir aussi toute sa technicité derrière et ce qu'elle peut ce qu'elle peut donner justement avec des reprises, et justement les reprises acoustiques elles sont belles, divines, ouais. Hein. Elles sont magnifiques. C'est pour vous dire à quel point que la BO est magnifiquement bien composée, quoi. Je sais même pas ce que je peux dire de plus sur cette musique, à part que... Sans faute, c'est comme les 3 films, il n'y a pas une musique que je trouve... Après, c'est difficile de trouver une musique nulle dans un film, en vrai de vrai. En fait, je trouve qu'une musique nulle, c'est une musique qui est qui est très oubliable, toi, ou qui se fond trop dans la masse, tu vois. À quel point on peut se dire, bah, quand t'écoutes juste la BO, tu te dis, ah, bah, je sais même pas de quand c'est, de quelle scène, etc. Alors que le Seigneur des Anneaux, tu reconnais, ouais, c'est vrai que tu reconnais direct. Hein. Mais ouais, c'est tellement, tellement reconnaissable. Ouais. Je pense son style un peu irlandais, ouais, je veux dire irlandais parce que il y a ce côté un peu Irish, fantasy, machin. Mm-hmm. C'est souvent, je veux dire, c'est très tolkienien. C'est très tolkienien, ouais. Parce que voilà, c'est britannique, c'est anglais. Il veut garder cet aspect-là avec l'aspect très médiéval. Ouais. Et tu reconnais par 1000 en fait. Mais oui, et tu peux mettre juste en random toutes les musiques du film. Et ben, ce qui se passe, c'est que bah tu reconnais. Ouais. Il y a des compositions où c'est très facile. La comté, tu la reconnais d'entre mille. Faucon pareil, la Moria pareil. Même même des scènes un peu moins, j'allais dire un peu moins connues, mais des scènes qu'on voit un peu moins. Je sais pas, j'ai quoi en tête? Moi, j'ai les Nazgûl. Pas mal. Mais... Moi, j'ai l'arrivée des Nazgûl, tu vois, en tête. La musique la plus épique qui soit pour l'introduire les Nazgûl, tu vois, et ça, elle me chauffe énormément à chaque fois, quoi. C'est hallucinant. Encore en musique iconique en tête, putain. La Moria. Ah, la musique quand ils escaladent, comment s'appelle le mont avant d'arriver à la Moria? Oui. Tu parles avec les escaliers là? Non, je parle de celle où Frodon fait tomber son anneau. Tu sais, t'as Boromir, tu sais, qui oui, le col de Caracas. Voilà, merci, le col de Caracas. Putain, je cherchais le nom justement. Le col de Caracas. Musique où on pourrait se dire oubliable, tu vois, mais même celle-là, je peux pas. Putain, c'est ça. Pour moi, la scène iconique, et celle-là me donnait frisson aussi. Bah oui, c'est ça quand tu les vois monter la montagne, et où il y a un petit slow motion, où tu vois chaque personnage arriver. Avec la musique du Seigneur des Anneaux, cette scène elle est incroyable. Ah non. Enfin, juste avant où tu les vois se battre, pour s'entraîner avec Boromir, où il y a les fameux oiseaux. Oui, avec les espions de Saruman qui arrivent après. Ouais. Ah, elle est super. Ça, juste avant, tu les vois monter la montagne. Et c'est cette scène-là avec la musique. Ah oui. Howard Shore, il a quand même fait pas mal de bons films, mis à part ça. Ah oui, tu fais très bien de le dire. J'avais sa liste sous les yeux. Pourquoi je l'ai enlevé? Il a fait Seven, il a fait La Mouche, il a fait. Bah, du coup, il a fait tous les Seigneurs des Anneaux, il a fait tous les Hobbits. Il a fait Gang of New York. Il a fait un Twilight et il me semble que c'est le 3 de tête. Je vais vérifier ça. Il me semble qu'il a fait. Je sais pas si c'est lui qui a fait le Loup de Wall Street, mais il me semble que c'est lui. Non, pas lui. C'est sûr. C'est pas lui. Non, je suis sur Letterboxd, il n'a pas fait. Il a fait The Game de Fincher, il a fait Aviator, il a fait Madame Doubtfire. Je viens de vérifier. Le Loup de Wall Street, c'est lui qui l'a fait. Ah, bah, il est pas crédité dedans.
Bah alors Letterboxd, qu'est-ce qui se passe? Il est pas en tant que compositeur sur Letterboxd, c'est pas bizarre. Le Silence des agneaux aussi, il l'a fait. Ah oui. Bon, il a fait Twilight aussi. Pas mal de gros. Ouais, c'est le 3, hein, si je veux pas de conneries. C'est le Eclipse, mais je sais. Oui, Eclipse, c'est le 3, je crois. Bref. Donc, quand même, des sacrés. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même des sacrés films. Sacré monsieur, hein. Mais bon, lui, il fait partie. Vraiment, pour moi, c'est dans le top 3 des meilleurs BO de tous les temps. Et c'est pas le 3e. C'est clair et net parce que sa musique, en fait, c'est juste une aventure que tu suis. Tu peux juste écouter sa BO. T'as tout le film en tête. C'est exceptionnel. C'est pas juste, en fait, des titres sur des titres sur des titres. C'est vraiment une histoire qui est racontée à travers sa musique. Et il y a eu un tel travail sur cet univers. Parce que oui, il y a l'univers ambiant, les décors, etc., qui sont tous magnifiques avec la Nouvelle-Zélande, etc., mais sans la musique derrière. La musique, c'est tellement un point important d'un film. Ah oui. Tu peux tellement pas passer à côté. Là, pour le coup, sans cette composition-là de Howard Shore, je pense que le film baisse au moins d'1 étoile sur Letterboxd. Je pense. Oui, complètement. Parce que l'ambiance, les thèmes, de toute façon, pour moi, la musique d'un film, de manière générale, c'est aussi important que les dialogues. Ah oui. T'enlèves ça, pour moi, le film, il est vide. Et d'autant plus dans ce film-là. Ouais. Et d'autant plus dans ce film-là où la musique a une place importante du film. La musique du Seigneur des Anneaux fait partie du film. Ah oui. Aussi important que les décors visuels. Ah oui, pour être complètement dans l'ambiance et tout, sans ça, c'est terminé, quoi. On n'a pas le même film, on n'a pas le même univers, on peut pas se projeter dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Vraiment, ce que Howard Shore a fait, ça dépasse l'entendement, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Je suis d'accord. Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire sur Howard Shore. Écoutez, vraiment. Moi, je l'écoute très régulièrement, cette composition. Merci Spotify, mais j'ai la playlist entière avec les 3 films. Je peux te les mettre d'un coup si j'ai envie. Bon, ça dure 9 heures quand même, donc faut y aller. Aucune musique est skippable. Toutes les musiques, tu les écoutes. En fait, alors que pas mal de BO, en fait, t'as des points hauts et bas dans Le Seigneur des Anneaux. Toutes les musiques sont excellentes. Avec bien sûr sa petite patte. J'aime beaucoup dans celle de Howard Shore. Il aime bien ramener de temps en temps le thème principal, tu vois, le thème iconique du Seigneur des Anneaux. Il le met à différentes sauces, à différentes tonalités, différentes ambiances. Il l'incluse tellement bien dans ses partitions que du coup, il y a cet effet Seigneur des Anneaux qui est toujours présent et que on arrive toujours à savoir que c'est là, c'est cet univers-là. On sait d'où on est, on sait d'où on vient et c'est parfait, quoi. De toute façon, tout dans le film Communauté de l'Anneau est parfait, dans la trilogie pareil, tout est parfait. Donc oui, c'est redondant, hein. Je sais que vous nous écoutez depuis quasiment 1h30. C'est redondant de dire que c'est parfait, mais c'est le cas. C'est le cas, tout simplement. Pour toi et pour moi, c'est clair que ça fait partie des rares films qui sont parfaits. D'ailleurs, moi, ce que je préfère parce que moi aussi je préfère la Communauté de l'Anneau aux 2 autres. Et c'est de façon personnelle, mais j'aime beaucoup en fait juste que l'histoire, et elle reste très simple. On suit juste l'épopée de Frodon, pardon. Pendant tout ce film en fait, avec la communauté, etc. On a une tension immense avec justement cette course-poursuite avec les Nazgûl, etc. qui essaient de récupérer l'anneau, les Uruk-hai aussi. Saruman qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est un film avec une épopée incroyable, une aventure incroyable, où il n'y a aucun faux bond. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas 850 milliards de sous-intrigues. Comparé surtout aux 2 tours et au Retour du Roi. Beaucoup moins dans le Retour du Roi, parce que justement, il y a pas mal de personnages qui regroupent. Objectivement, c'est le meilleur des 3, le Retour du Roi, je suis d'accord, mais personnellement, je préfère la Communauté du Roi, justement pour ces sous-intrigues-là qui ne sont pas présentes dans le premier. Et j'aime beaucoup l'aspect, justement, où c'est très linéaire, mais justement, c'est extrêmement digeste. On en redemande encore après 3h20 pour la version longue. C'est trop bien. L'aventure où tu pars quand même de la comté pour aller à Bray, Faucombe, tu pars à la Moria, la forêt de Galadriel, et ensuite tu à la fin, tout s'enchaîne de façon magistrale. T'as aucune sous-intrigue parce que du coup toutes les intrigues sont au même point, sont au même endroit.
avec la communauté et ça amène justement un effet parfait où en fait on ne s'ennuie jamais, alors que justement les 2 tours c'est peut-être celui que j'aime le moins, c'est qu'il y a tellement de sous-intrigues parce que du coup tous les personnages sont dispatchés et du coup tu peux avoir des intrigues qui sont moins intéressantes. Par exemple celle de Silverbarb est peut-être moins intéressante que comparée au gouffre de Helm, c'est pour moi la meilleure chose de toute cette trilogie, et avec à côté Frodon et Sam, tu vois. Et des fois ça, dans le montage c'est peut-être pas bien agencé de temps en temps, tu vois, pour ressentir des longueurs etc. Alors que le premier on le ressent pas. Dans le Retour du Roi non plus on le sent pas, mais C'est ce côté, comme tu as dit, histoire entre guillemets simple du premier par rapport aux autres. C'est ça que les autres. Ouais, je vois ce que tu veux. Je suis d'accord. J'aime beaucoup, voilà, la simplicité des choses, hein. Des fois, le mieux, c'est de faire simple. Et c'est ce que la communauté de l'anneau fait. Et c'est magique, tout simplement. Et c'est pour ça que, personnellement, c'est mon préféré. Beaucoup de gens vont dire que c'est pas leur préféré et que c'est le Retour du Roi. A raison. Mais c'est du pinaillage à ce niveau-là. Donc, tu vois, c'est des préférences personnelles à ce niveau-là. Donc, voilà. Communauté de l'anneau, c'est le meilleur des 3. Et je le dirai jamais assez à ce niveau-là. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi dans ce coup-là. Ah, pour le coup, ça fait plaisir, ouais, qu'on soit tous les deux d'accord à ce niveau-là. J'ai pas d'autres points à rajouter. Ça fait déjà longtemps qu'on parle, mais c'est loin d'être terminé. Est-ce que tu as d'autres points que tu veux rajouter un petit peu ? Je m'en rappelle. Alors, je vais peut-être pas parler du premier, mais un petit peu aussi. Parce que au préalable, on s'était appelé pour préparer un peu le truc, l'émission, du moins pour que tu expliques l'émission. Ouais. Et tu m'avais dit les sujets que tu pouvais aborder. Et tu avais un sujet, c'était on parle des points positifs, mais en points négatifs. Et c'est vrai que du coup, quand tu m'en avais parlé la première fois, c'était il y a 1 semaine et demie, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais. C'est ça. J'ai réfléchi. Mm-hmm. J'ai longuement, en tout cas pour le premier, et c'est vrai que j'en ai pas trouvé. Mais un point négatif que je dirais dans les autres films, mais pour moi c'est un point négatif parce que je l'ai vu dans le premier film et que c'était un point positif dans le premier film. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, je vois. Ça marchait dans le premier, mais pas dans les deux autres après. Parce que c'est vrai qu'on va vraiment en point négatif. Aussi, je peux peut-être en avoir un, mais c'est pas vraiment un point négatif. C'est Arwen. Arwen, moi ce que je kiffe dans le 1, c'est qu'elle est badass de fou quand elle fait sa course de cheval. La course de cheval oui, est extraordinaire quand elle se prend la branche dans la gueule, elle se fait sa petite griffure, mais elle continue, elle s'en fout. Et quand elle arrive au niveau du lac, enfin du fleuve, et qu'elle dit au Nazgûl, si vous le voulez, venez le réclamer. Elle est badass, elle est hyper stylée. Du coup, en point négatif, je dirais que pourquoi vous nous faites un personnage badass dans le 1 et dans le 2 et le 3, elle est chiante à mourir. Et ça, pour moi, c'est un point négatif du film. Tu t'en fais un personnage iconique, enfin, tu en fais un personnage hyper stylé qui aura pu casser des culs, et après, t'en fais un personnage chiant. Putain, je suis désolé, mais elle est chiante après, merde, putain. Oui, c'est vrai que c'est un point un peu dommage. Alors que pourtant, on a d'autres femmes fortes qui vont arriver dans les autres films. Ouais, mais Arwen, elle aurait pu être encore. Elle est stylée, le personnage est stylé, le personnage est intéressant. Juste, ces scènes sont quand même chiantes, malheureusement. Donc, c'est pas un point négatif du premier film, mais vu que j'ai vu, c'est plus pour les autres films d'après. C'est malheureusement, en fait, on a mis Arwen dans une autre catégorie par la suite, tu vois, on se concentre plus sur la relation avec Aragorn, justement, par la suite, sur la quête de mortalité et d'immortalité. Ce qui fait que, justement, on se concentre beaucoup moins sur l'aspect badass qu'elle a pu avoir dans le premier. Et justement, c'est son pic en termes de badasserie. Moi aussi, hein, elle me manque un peu cette Arwen badass qu'elle fait face au Nazgûl toute seule à 1 contre 5, 1 contre 4, 1 contre 5, je crois. 7, je crois. Ah, 7 Même encore plus. Je sais même plus. Moi, je sais plus. De tête, je crois qu'il y en a 5. Mais tu vois, où elle tient tête. Voilà, elle les tient tête facilement, elle est puissante et tout. Et ensuite, on la voit plus, mais après, ça, elle est plus utilisée comme l'intérêt amoureux, mais aussi, elle se pose des questions, sur est-ce qu'elle veut rester avec Aragorn ou elle doit, elle doit accomplir les volontés de son père. Ouais. C'est aussi un point que j'aime bien, surtout dans le 3, parce que dans le 2, il y a quasiment rien à se mettre sous la dent avec Arwen. C'est vrai que elle nous manque un peu, malheureusement. Et du coup, deuxième point négatif, je dirais, c'est pas vraiment un point négatif, parce que c'est quand même bien joué, c'est bien filmé, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu... Après, ça fait du bien, ça permet de souffler un peu, de ne pas avoir que d'action, mais c'est tout le passage dans la forêt, dans le 1, avec Galadriel. Ouais. Je trouve ce moment-là peut-être un peu long. Au bout d'un moment, je crois que ça dure
un peu plus de 10 minutes. Ah, même plus, hein. Quasi 20, hein. Je Ouais. crois même. Il me semble. Hein. Bah, C'est long. Ah. Il se passe pas grand-chose en réalité. T'apprends des choses, mais il se passe pas non plus grand-chose. Je te fais pas l'affront de dire si c'est en version longue ou en version courte. Je pense que tu regardes que en version longue à chaque fois. Oui. Voilà. Mais je crois que justement cette partie-là avec Galadriel est extrêmement raccourcie dans la version cinéma. Donc elle est mieux faite. Mais je trouve que justement, c'est un moment, voilà, où comme tu dis que ça permet de souffler, mais je pense que c'est aussi un point extrêmement important des personnages qui prennent dans la gueule le fait que Gandalf s'est fait tuer par le Balrog. Et du coup, ils sont au point le plus bas, le plus morne, en fait, où on sent que tout va imploser. Et justement, après, derrière, avec Galadriel, etc., qui leur donne des outils très importants. Des objets très importants, donc c'est quand même un point quand même important. Mais je trouve que je dis que c'est pas nul. La scène est très bien. C'est juste voilà le rapport au temps, le rythme, etc. Ça tape. Ouais, ça coupe un peu et ça coupe. Au bout d'un moment, ça coupe bien. Ouais, c'est un peu brutal, oui, parce qu'on a quand même passé plus d'une heure et quelques dans la Moria. Et que à un moment, quand tu passes avec Galadriel, tu te dis, elle est où la fin? Parce que c'est vrai que quand beaucoup de gens en fait se disent, oui, quand Gandalf meurt face au Balrog, on se dit, ça pourrait être une fin en soi. Hein. Ça pourrait. Ça aurait pu être largement une fin en tant que telle ici. Tu cuts à la fin avec toutes les personnes qui sont complètement abattues, déchirées, etc., qui font leur deuil. Et fin, et après reprendre le film dans le 2 avec justement Galadriel. Ça aurait pu marcher aussi comme ça, mais c'est vrai que après la Moria, on est essoufflé, quoi. Ouais. Ça peut plus, quoi. Ouais. On se dit, bon, t'es sympa, Galadriel, t'es cool, mais la fin commence à arriver. Mais moi, j'ai pas ce ressenti-là, tu vois. Moi, ma question, du coup, c'est toi, justement, on parle des points positifs. Si tu devais donner un ou deux points négatifs ou détails négatifs du premier film. Du premier. Oh, vu qu'on parle du premier. C'est vrai que il y a, comme tu le dis, un rythme qui peut s'essouffler. Alors c'est pas au niveau de Galadriel qui, moi, il y a ce problème-là. C'est plus juste avant l'arrivée à Faucombe, un petit peu cet effet de on sent qu'ils arrivent, mais tu sais, ça prend un peu plus de temps, tu vois, à arriver. Tu te dis, bon, j'aimerais bien qu'ils arrivent à Faucombe, quoi. J'aurais bien, à ce moment-là, tu vois, j'aurais bien aimé que le rythme... C'est la course de cheval. Ouais, il y a la course de cheval, mais c'est peut-être avant, tu sais, quand ils sont quand ils passent à travers champs, etc., où ils marchent et tout. Ouais. C'est une partie que, bon, elle est cool, mais elle est un peu dispensable, tu vois, à ce niveau-là. Oh ouais. Je trouve. Mais c'est... Ok. Je suis content de l'avoir, bien sûr, mais c'est à ce moment-là où je me dis, bon, j'aimerais bien qu'on arrive à Faucombe, où là, pour le coup, après là, tout est extraordinaire et tout est cool à ce niveau-là. Et après, des détails, comme ce que je disais, alors on parlait justement des effets spéciaux, c'est peut-être le seul film d'ailleurs, La Communauté de l'Anneau, avec les effets spéciaux les moins aboutis. Il y a des parties où tu sens qu'il a pris 25 ans dans la gueule, quoi. Tu sens que... ouais. Il y a tu feras ta propre expérience, mais par exemple, quand ils sortent de la Moria... Ouais. Justement, c'est un peu un effet de cache-misère, on va dire, où tu sens que t'as les bonhommes numériques qui se baladent. Ouf. Là... Tu parles des orques ou vraiment des personnages? Non, des hobbits, des personnages, quand ils sortent de la Moria. Après, justement, ouais. Gandalf meurt. Moi, j'ai remarqué cette taille-là justement quand il traverse le pont avant que Gandalf s'arrête. Tu vois les hobbits qui courent les personnages qui courent sur le pont, et là tu vois clairement que c'est de la CGI. Ouais. Et aussi, après, c'est vrai qu'il y a certains moments où ça peut piquer, mais c'est rare, tu vois, quand tu vois le Balrog, bon, il n'y a pas ça, quoi. Mais quand il y a ces petits effets-là... Il y a quand même des... peut-être que c'est les moins aboutis, mais aussi pour moi les plus aboutis dans ce film-là, juste par le Balrog. Ah oui. Le design, pour moi, c'est l'un des plus beaux monstres ou créatures de n'importe quel film. Il est magnifique. J'étais vraiment étonné quand je l'ai revu il y a quelques jours.
quand tu revois le Balrog, il a 25 ans, le Balrog, bientôt. Ah, mais Il a 25 ans, les gars. il met une claque à quasi. Pour moi, en termes de créature, vraiment de créature, pas de CGI, mais vraiment de créature, ça se tabasse entre deux personnages qui sont aussi bien faits, avec des films qui datent un petit peu. David Jones. C'est lui, je pense. Je pensais exactement à David Jones. Pour moi, David Jones, c'est la meilleure CGI de tous les temps. 2007, on rappelle David Jones. David Jones, c'est la personne qui n'a pris aucune ride. Hein. Tout comme le Balrog. Vraiment. C'est les deux qui ont jamais pris de ride. Quoi. Ils sont magnifiques. Mais ce qui est encore plus impressionnant avec David Jones, c'est que c'est de la performance capture. Ouais. Donc avec un visage et tout, il a pris 0 ride, quoi. Il a vraiment. 0 ride. Le Balrog non plus, il a pris 0 gig, mais c'est pas de la performance capture, donc c'est différent. Mais ce qui est peut-être aussi un point encore plus positif, parce que c'est du full CGI, quoi. Genre ça a été construit, ça a été créé de toutes pièces, quoi. Le Balrog a été créé de toutes pièces et c'est magnifique, quoi. Je regarde ça sur YouTube, je suis un gros friand et je kiffe ça, je passe mon temps à regarder ça. D'ailleurs, je pense qu'après l'émission, je vais peut-être en regarder une. C'est mais vraiment, j'ai une passion pour ça, je sais pas pourquoi. Bah, c'est exactement comme je te disais avec mon coloc quand il regarde un film que j'ai kiffé, j'aime bien voir sa réaction. Du coup, moi, ce que je kiffe voir, c'est surtout avec les Américains parce qu'ils sont forts là-dedans, ou Américains ou Anglais, peu importe. C'est des vidéos réactions, genre first time watching this movie. C'est un petit péché mignon que j'ai aussi, c'est drôle. Ah ouais? C'est drôle. J'adore. C'est drôle, hein. Pour pas mal de films, ouais, j'ai pas fait le Seigneur des Anneaux, donc j'aimerais bien voir ça. Il y en a beaucoup et qui sont excellents. Et du coup, souvent, quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, quand je regarde des vidéos réactions sur Le Seigneur des Anneaux, on passe au moment du Balrog et tout le monde, pour les gens qui n'ont jamais vu ce film-là, sont impressionnés, pareil, par le Balrog, par le design du Balrog. Comme quoi, même, c'est pas un truc qui nous touche que nous, c'est vraiment, ça touche pas mal de personnes. Ce design-là est vraiment parfait. Et tout le monde est unanime là-dessus aussi. Hein. Non, mais c'est clair, hein, quand tu le vois, on peut juste dire que c'est magnifique, quoi. Il y a pas d'autre chose à dire, quoi. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter ou est-ce que tu as fait tout le tour? Non, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Et bah justement, on va passer maintenant au jeu. Alors, le jeu... Là, tu me fais peur. Le jeu, alors... Bon, là, on s'adresse quand même à quelqu'un qui a fait pas mal de vidéos où il y a pas mal d'anecdotes. Et oui, il y a bien une raison à ce niveau-là où il y a des anecdotes. Je reprends sa catchphrase. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc, je me suis renseigné. J'ai essayé de voir quelle anecdote il a dit. Parce que bon, ce serait pas drôle. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui regardent les épisodes des invités. Donc, je sais qu'il y en aura qui vont écouter parce qu'il y a Prof Babou en tant qu'invité. J'ai essayé de pas prendre ces anecdotes classiques. La classique. Tu sais que là, tu mets ma réputation en jeu, là. Ah oui? C'est pas bien ce que tu fais. Oui, justement. J'en prends un malin plaisir. Donc, il y aura pas la fameuse question, parce qu'on est obligé de parler de Seigneur des Anneaux, tu connais la scène où Aragorn, il tape du pied? Voilà, très bien. Non, il n'y a pas cette question-là, trop facile. Là, ici, on parle de vrais trucs. Allez. On parlera pas non plus du fait que Aragorn, il a fait toutes ses cascades. Oui. Et qu'il Il s'est recollé la dent enfin, il voulait se recoller la dent avec de la glu, mais on lui a dit non, on va voir le médecin, où il a failli se noyer, machin et tout. Ça, on n'en parle pas de ça? Non, on n'en parlera pas. Et qu'il s'est failli se faire tuer aussi par un des Uruk-hai. Donc, non, on parlera pas de tout ça. On va parler de pas mal d'anecdotes autres. Justement, j'espère. En tout cas, que On va commencer d'ailleurs par Peter Jackson. Je pense... C'est la partie facile. Parce que je crois que t'en as déjà parlé. Je suis presque sûr. Merde. Il fait quelques apparitions, notre cher ami Peter Jackson. Est-ce que tu peux me dire dans quelle scène de la communauté de l'anneau on le voit, Peter Jackson, faire ce caméo? Au poney fringant, c'est le mec qui mange sa carotte. Bravo, bonne réponse. Poney fringant, exactement. C'est un des passants dans la rue, là. On le voit en grand plan. On le voit bien, là, Peter Jackson là-dessus. Est-ce que tu sais dans quel autre film de la trilogie on le voit, notre cher Peter? Bien sûr, on voit également dans le deuxième, les deux tours, pendant le combat au gouffre de Helm, qui balance, c'est une pierre, je crois, qui balance sur les Uruk-hai. C'est une pierre, ouais. C'est une belle pierre qui le balance. Non, c'est une lance. Une pierre. C'est une lance ou une pierre? Lance-pierre. Je sais plus. Non, c'est une lance. Oui, une pierre. Je pense pas que ça ferait des dégâts sur les Uruk-hai, les pierres. Donc voilà, c'était tranquille. On commence tranquillement. D'ailleurs, petite précision. On voit dans le... Je sais pas si tu savais. Ah bah. Mais est-ce que tu savais que dans Le Seigneur des Anneaux 1, quand il y a Gandalf et Bilbon, quand ils sont
à cul-de-sac, Oui. qui sont dans la maison de Bilbon. Et il y a des photos, il y a des peintures derrière Bilbon, au-dessus de la cheminée, avec des portraits. Oui, je Je vois. sais pas si tu Ouais, je vois. bah, c'est les enfants de Peter Jackson qui y a sur les portraits. Oh, eh ben, je l'apprends. Merci beaucoup de cette anecdote. Je Bah, je t'en prie. l'ai. C'est intéressant. C'est aussi un film de famille. Hein. Il y a la famille, il y a Peter, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a tout le monde. Fantastique. Par contre, là, on sait que Là, Peter on est dans le Jackson. dur, là. Ouais, on rentre dans le dur direct. On sait que Peter Jackson, dès 1994, donc même quand il était un acteur pas connu, d'ailleurs, ça c'est aussi incroyable de se dire que un jeune acteur avec peu de bouteilles qui fait ensuite Le Seigneur des Anneaux, voilà, ça c'est déjà aussi incroyable. Peter Jackson, il a voulu, bien sûr, adapter Le Seigneur des Anneaux, mais d'après les dires d'un certain Christopher Lee, t'es pas le seul qui voulait le faire. T'es pas le seul qui voulait adapter Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Est-ce que tu sais qui aurait pu adapter Le Seigneur des Anneaux au cinéma? Laisse-moi réfléchir. Moi, je sais qu'au départ, il y avait Hervé Weinstein qui était dans le projet, mais lui, il est parti. Mais Il c'est pas était, lui. Ouais, mais c'est pas lui mais c'est pas lui. qu'on recherche. Ah, moi, je l'ai pour le Hobbit, putain. J'avais Guillermo del Toro, mais c'est pas lui. C'est pas Guillermo del Toro, non, en effet. Ça, c'était pour le Hobbit, en effet, Guillermo del Toro. Ouais. Mais c'est pas lui. C'est pas un réalisateur. Hein. Attention, là, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas un réalisateur hein, qui aurait voulu C'est pas un réalisateur. Non, c'est pas un réalisateur qui aurait voulu adapter le Seigneur des Anneaux. C'est quelqu'un du milieu externe. Même s'il a fait quelques rôles, notamment dans le Dune de 84. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, Hervé Weinstein, il avait tout fait pour mettre Quentin Tarantino, à l'époque, dans Le Seigneur des Anneaux. Après, si c'est pas un réalisateur. Mais c'est pas... Non, Quentin Tarantino, il voulait pas l'adapter dans tous les cas. Donc là, je parle de... Lui, il voulait pas, ouais. Il voulait pas. Est-ce que tu vois? Est-ce que je te donne la réponse? Putain, attends. Parce que tu m'as dit, c'est pas un réalisateur. Alors si, il y a un metteur en scène, pardon. Il y a un qui est pas du milieu et un autre qui est un metteur en scène. Il y en a deux qui auraient pu adapter... Enfin, qui voulaient adapter Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas. Là, je t'avoue que j'avoue que là, pour le coup, je sais pas. Yes! Un plaisir! J'ai réussi à lui poser une colle. Le premier, c'est le chanteur Sting qui aurait voulu. Mais, en fait, je pensais, quand tu m'as dit Dune, je pensais à lui. Mais parce que je l'avais pas, mais juste parce que tu m'as parlé de Dune, j'ai pensé à Sting. Oui, t'as pensé à Sting. Mais c'était bien Sting, en effet. Le chanteur Sting, il aurait voulu adapter Le Seigneur des Anneaux. Et le deuxième, c'est le metteur en scène, John Borman, qui était intéressé par l'aventure de adapter Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'était les deux qui étaient en... John Borman. Qui ça? Borman. John Borman. Alors, je vais t'avouer quelque chose, je ne le connais pas trop non plus. Ah, putain, je viens de vérifier à l'instant, il avait fait... Mais je vérifie aussi ce qu'il a fait. Excalibur. Voilà, Excalibur, pour le coup, voilà. Mais j'ai pas l'impression. Ouais, je connaissais pas plus. Mis à part ça, je le connais pas. Ok, bien vu. Putain, ça c'est bien. Pas. Voilà, je sais pas si du temps pour trouver les anecdotes qui pourraient faire mal à sa réputation. C'est déjà mal. Ensuite, un autre point que je voulais parler, c'est notre cher ami Elijah Wood, qui dit que à l'origine, ça devait pas être lui qui devait incarner Frodon, mais qui aurait pu incarner le personnage de Frodon avant lui? Il y en a eu pas mal. Je sais qu'il y a Jake Gyllenhaal qui avait tenté l'audition, mais Peter Jackson l'a recalé parce qu'il avait jamais eu un acteur aussi mauvais. Mais au départ, c'était Billy Boy. Attends. Non, c'est... Non, c'est l'autre. C'est Monaghan. Oui, c'est Dominique Monaghan, donc Merry. Monaghan qui avait auditionné pour jouer Frodon. Et qui, à l'origine, ça aurait dû être lui, parce que Peter Jackson voulait des acteurs britanniques, du coup, pour respecter l'œuvre, etc. Mais Elijah Wood est américain. Mais est-ce que tu sais d'ailleurs comment il a fait pour réussir comment convaincre, tout simplement, Peter Jackson pour le prendre? Pas du tout. Là, j'avoue, ça, je sais pas. Eh ben, c'est très simple. En fait, Elijah Wood, en fait, pour le convaincre, il a envoyé une cassette vidéo directement à Peter Jackson, où il s'était déguisé, il s'est mis en Frodon. Tu vois, un peu un Frodo du pauvre. Ouais. Et il est parti faire une sorte de mini-randonnée avec justement un accent anglais. Et quand Peter Jackson, il a vu la cassette, il a fait « C'est lui, c'est mon Frodon, je le cherchais, je l'ai trouvé. » Et du coup, Dominique Monaghan, lui, il a eu son rôle de Merry au final. Il a arrêté au final.
et qui lui va à merveille. Voilà, donc bravo. Et Jao dit voulait son rôle. Voilà, il le voulait, bien évidemment. Autre anecdote, bien sûr, mais bon, ça c'est pas dans les questions, hein, c'est comme bien sûr comment Aragorn, donc notre cher ami. Oh, pourquoi j'ai plus son nom? Viggo Mortensen. Viggo Mortensen a eu son rôle grâce à son fils. Est-ce que tu peux nous dire un peu cette anecdote rapidement? C'est, il me semble, il avait reçu le scénario pour jouer Aragorn. Il n'était pas spécialement chaud, mais c'est son fils qui avait lu Le Seigneur des Anneaux, qui lui avait dit, papa, là on te propose Aragorn, prends le rôle, c'est un truc, enfin c'est une histoire de fou. Donc c'est son fils qui avait lu les livres auparavant, qui a convaincu son père en lui disant que c'était un bon univers, quoi. Et il a bien fait, hein. Merci au fils de Viggo Mortensen. Hein. Ah ouais. Sans lui, on Lui, aurait. Il était pas du tout chaud. Ouais, il était pas chaud au début. Bah, il connaissait pas l'univers, il était pas chaud, quoi. Ça, il connaissait pas l'univers et je sais plus s'il a donné la raison pourquoi il avait. Ouais, non, je crois que juste il connaissait pas l'univers. Ouais. Ah non, il connaissait pas l'univers, du coup, bah, il était pas décidé à le faire, quoi. Il se disait vraiment, ça peut se faire. Pas spécialement inspiré. Voilà. Notre cher ami Viggo, merci à son fils, parce qu'il nous a donné un des personnages les plus parfaits du cinéma, du nom de Aragorn. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, mais bon, ça c'était un petit entracte. Alors de reprendre les jeux, parce que là on repart. Tu me fais souffler un petit peu. Là, je t'ai fait souffler un petit peu, ça fait plaisir. Voilà, c'est pour te dire que quand même, voilà, il s'y connaît. Question. Durant la pré-production, il y avait quelque chose de très spécial que tout le monde devait faire et que tout le monde devait y passer. Est-ce que tu sais ce que c'est? Pour qui? Pour les acteurs? Ah non, pour tout. Pour que ce soit les décors, les designs, dans la pré-production, donc tout ce qui est design, costume, etc. Quel était le rituel qui était instauré à chaque fois? Alors là, putain, j'en sais rien du tout. Eh ben, là, j'avoue. Ah, tu donnes encore ta langue au chat. Eh ben, ouais. durant la pré-production, en fait, tout le monde, en fait, dans la pré-production, qui faisait des dessins, des designs, etc., devait avoir la validation de Peter Jackson, et Peter Jackson leur mettait un tampon spécial qui marquait Approve PG, du coup les initiales de Peter Jackson, et tout le monde, tous les designers, tous les artistes ne voulaient qu'une seule chose, c'est que leur dernière création soit tamponnée Approve PG, parce que ça veut dire que si ça s'était tamponné, c'est bon, ils ont fait leur travail, ils peuvent, c'est par à la production, ils sont contents, ils sont validés par le réalisateur. Je m'en doutais, ça allait être un truc comme ça, je connaissais pas du tout. J'avoue que tu m'as mis encore une colle. Mais tu vas me foutre des colles, hein. Franchement, c'est sûr. Il reste encore 2 colles, qui peut-être à venir. Attention, attention. Il reste 2 questions là. Ouais, il reste 2 questions, Là, je me suis donné à fond, là, parce que d'habitude, j'en fais un peu moins, mais là, pour le coup, pour le Seigneur des Anneaux, c'est quand même quelque chose de big. Il y a énormément d'anecdotes, de choses qui peuvent être dites, et c'est fantastique à ce niveau-là. La prochaine question, c'est que il y a eu, c'est pour le rôle de Gandalf. Tout à l'heure, on a parlé celui de Frodon, mais dès la mise en place de la mise en chantier, pardon, de la trilogie Seigneur des Anneaux, il y avait un nom qui a été beaucoup murmuré pour jouer le rôle de Gandalf. Est-ce que tu sais qui ça pouvait être comme acteur? Christopher Lee. Pour moi, alors oui, il y a Christopher Lee, mais il y en a un autre. Parce que Christopher Lee, bien sûr, en tant que Gandalf, parce qu'il connaît extrêmement bien le personnage, mais ensuite, Christopher Lee, je crois que c'est même de lui-même qui a voulu que ça soit Saruman. Non, c'était qui? De quoi? Ah, c'est en tout cas pour Christopher Lee, c'est le seul acteur qui a rencontré Tolkien, oui, de son vivant. Tolkien, ouais. Donc c'est ça. Tolkien avait donné la bénédiction à Christopher Lee, si jamais un jour il y avait un film avec des acteurs, donc un vrai film, de jouer Gandalf. Donc il avait reçu cette bénédiction là. Donc quand il avait vu Peter Jackson, il lui avait dit en gros, moi je veux jouer Gandalf. À savoir que Christopher Lee, c'était un grand fan du Seigneur des Anneaux. Il lisait les livres plusieurs fois par an. Donc il était parti loin en mode je veux jouer Gandalf, je connais Gandalf. Et en plus, j'ai reçu la bénédiction de Tolkien pour le jouer. Donc ouais, c'était un acteur qui avait été pressenti. Mais le deuxième, c'est Sean Connery. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il avait refusé le rôle parce qu'il comprenait rien à l'histoire. Dommage. Mais tant mieux, au final. Parce qu'au final, on a eu... Ouais, bah... Enfin... Je veux dire, même si j'aime beaucoup Sean Connery... Qui ne l'aime pas après tout. Ouais, c'est vrai, c'est ça, déjà, qui l'aime pas. C'est un acteur, même s'il avait... Son dernier film, c'était La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il était bon dans le rôle, mais ouais, ça, c'est un très très bon acteur. Mais physiquement, en tout cas, je pense que
Ian McKellen passe beaucoup mieux. Ah oui, pour le coup, il passe tellement mieux et c'est Peter Jackson, hein, quand il l'a vu, il a dit je le veux, il est parfait pour le rôle. Et c'est Peter Jackson qui a mis du coup Christopher Lee dans le rôle de Saruman. Hein. C'est lui-même qui C'est lui qui l'a mis. Ouais, c'est ça. C'est ça il qu'il lui a dit. En gros, je te verrais plus dans ce rôle-là. Mais au final, il était plus. Je crois qu'au départ, il était pas trop chaud. Je crois qu'il était un peu dégoûté, Christopher Lee, mais au final, je crois qu'il a kiffé. Je pense qu'au final, qu'il est quand même très heureux parce que quel Saruman, hein. Ah, puis il a la gueule du méchant. Ouais. Il a la gueule du méchant. Gandalf, ça c'est quand même ton pote. Physiquement, vraiment physiquement, non, il a plus la gueule du méchant, du tyrannique que du Gandalf. Il a une bienveillance, quoi, tu vois, Gandalf, alors que Saruman, c'est quand même quelqu'un d'assez intimidant, et Christopher Lee, il a une tête très intimidante, hein, pour le coup, et son rôle lui va à merveille, et je pense que si on avait inversé Ian McKellen et Christopher Lee, je pense pas qu'on aurait eu le même résultat, tu vois. Je pense pas non plus. Pour le coup, donc c'est parfait dans ce sens-là. Et de toute façon, oui, comme tu l'as dit, Christopher Lee, c'est quand même un fan de la première heure parce que dès la première édition en 54, il avait déjà acheté les livres. Hein. Genre dès sa sortie, il les avait achetés, il les a lus, il les a bouffés, les livres, parce qu'il les adorait. Il adorait l'univers. Et aussi, le dernier jour avant de mourir, il a quand même regardé toute la trilogie, quoi. Avant de mourir. Ce que je trouve fou, c'est que même, il avait même aussi donné des anecdotes du tournage aux infirmières qui étaient présentes juste avant de mourir. Ouais, c'est beau. C'est pour dire à quel point que Christopher Lee a le Seigneur des Anneaux en lui, quoi. Genre, il est vraiment extrêmement fan, tout comme l'est Peter Jackson, tu vois. On sent que toutes les personnes qui ont contribué au film ont un amour de cet univers qui est indéfectible. Et c'est fantastique à ce niveau-là. Ce qui rajoute aussi le fait que pourquoi ce film marche aussi bien. Dernière question. Allez, c'est la fin du calvaire. Ça, on arrive à la fin du calvaire. Tranquillement. Mais bon, ça va. Mais ça va. Tu m'en as posé 3, là. Je t'en ai posé 1, 2, 3, 4... 5. J'en ai posé 5, c'est la 6e question. Donc du coup, là, je suis à 3 sur 5. Ouais, pour l'instant, t'es dans la moyenne. Donc, bravo. Ça va. C'est bien, c'est bien, ça va. Peut-être que tu vas être au-dessus. Tu vas être dans les 60% tranquillement. Donc, statistiquement, ce sera bien. Mais je pense que c'est une question un peu plus simple. C'est que le premier montage de la communauté de l'anneau ne dure pas 3 heures. Il durerait combien de temps ? Tu parles de version longue ? Je te parle du premier montage fait du Communauté de l'Anneau, donc avant les cuts, tu vois. Genre le produit brut, il durait combien de temps, quoi, de ce qu'ils ont fait ? Parce qu'il dure combien de temps ? Il dure 2... Il dure un peu moins de 3 heures pour la version cinéma et 3h20 pour la version longue. Je dirais... Alors, je l'ai pas. Mais je vais essayer de... Essaye de donner une ordre d'idée. Voilà, une estimation en fonction de l'univers de ce qui est proposé. Combien de temps ça aurait pu durer le premier montage ? Attends, je me fais mon calcul, il faut que je réfléchisse. Ah vas-y, prends ton temps. Nous sommes impatients de savoir ton résultat. Les auditeurs sont impatients de savoir aussi. En fait, le problème, c'est que j'ai peur de dire un chiffre. Parce que pour moi, c'est un chiffre... c'est un gros chiffre, tu vois, mais j'ai peur de faire trop gros. À savoir que de base... En fait, j'essaye de faire la comparaison avec Avatar. Ah ! Avatar, le 2, sans coupure, il me semble que c'était 9 ou 12 heures. Sans coupure, juste pour le film. On n'est pas du tout dans les ordres de Avatar. Je te donne un indice quand même, on n'est pas dans les ordres de Avatar. Ouais. Ça m'aide pas du tout parce que est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, tu vois, c'est ça le truc. Ah. Non, moi je dirais que c'est. Alors ça, c'est ton interprétation. 6 heures. Un tout petit peu moins, 5 heures. 5 heures de montage. Donc le premier montage, c'est 5 heures. On aurait pu avoir une communauté de l'anneau à 5 heures. Ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est à partir de ce premier montage-là que ils ont dû faire pas mal de coupures et de recentrer surtout l'histoire sur la quête de Frodon, parce qu'à la base on est parti sur il y avait pas mal d'autres intrigues aussi qu'il y a dans le premier livre. Il y a notamment des personnages qui sont complètement skippés. Donc c'est aussi pour ça. Et ce qui fait que on a cette version-là de moins de 3 heures, de juste un peu moins de 3 heures pour la version cinéma et de 3h20 pour la version longue. Et de recentrer l'histoire sur la quête de Frodon fut la meilleure décision. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. C'est un semi-point, parce que quand même 6 heures, on n'était pas loin des 5 heures.
Non, vas-y, je m'accorde le joueur. J'ai eu faux. T'es joueur, Ok, très bien. Très beau joueur, très belle mentalité, bravo. J'ai eu faux. Voilà, T'as eu faux, ça arrive à tout le monde. Mais bon, j'étais quand même vache, j'ai pris du temps, et je peux te dire que je suis content que, au final, j'ai réussi... Pour le temps que t'as pris, tu m'enlèves ce point. Voilà, pour le temps que t'as pris. Voilà, c'est vrai. Pour le temps que j'ai mis à trouver ces informations, parce que je peux vous assurer que ces informations, elles sont un peu chiantes à trouver. Donc, ça fait plaisir. Moi qui cherche énormément d'infos, et j'en ai fait beaucoup des vidéos sur le Seigneur des Anneaux, même s'il y en a beaucoup. J'avoue que j'ai jamais vu les infos que tu... Ah si, à part celle où j'ai eu la réponse, forcément. Oui. Mais je pense pas être tombé là-dessus, ou peut-être que si, mais j'ai peut-être dû skipper parce que je peux en voir, entre guillemets, vraiment les plus intéressants. Je pense que t'as dû galérer à trouver ces informations. Ah oui. Je pense. J'ai regardé tes vidéos, donc il en a fait beaucoup, des vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Il en a pas fait que 2 ou 3. Donc, là, en plus, j'en ai une autre en préparation. Je me suis permis de prendre quelques petites infos que tu m'as citées là. Ça va être trop bien quand il va faire l'épisode de me dire ouais, c'est moi qui lui ai donné c'est moi qui lui ai donné le truc. Je te créditerai dans les vidéos. Ce serait gentil. Merci beaucoup. C'est normal. Voilà, les infos viennent de moi. Sachez-le, c'est moi qui sais. J'étais dans le tournage, tu vois, je me suis faufilé. Voilà. Prof Ciné Touga, en effet, je me suis faufilé, je me suis dit, j'ai parlé avec Christopher Lee. Ah oui, vraiment, Sting, il aurait pu. Ouais, merci de l'info. Heureusement qu'il y a... Mais je pense que t'as dû galérer. Ouais, t'as dû mettre du temps, t'as dû fouiller au fin fond de... Ah ouais, j'ai un peu fouillé au fin fond, mais j'ai pas pris juste des infos où ça apparaît que sur un site, tu vois. J'ai essayé de voir, de regrouper si ça arrivait dans plein d'autres sites, etc., d'avoir des confirmations, des interviews, etc., d'être sûr que... On n'est pas sur des informations de oui, j'aurais pu entendre ça. Non, c'est le pire truc. Trouvé, donc je suis content que au moins j'ai trouvé les bons trucs et que surtout ça t'a pris des choses et que même aujourd'hui, tu vois, même en étant extrêmement fan et énormément d'informations sur le film, de pas encore avoir toutes les informations. C'est aussi ça la richesse. C'est ça la richesse aussi du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y a des milliards d'informations et c'est fantastique, quoi. Ah ouais, il y a tellement de choses. Allez, je te pose 2 petites questions, 2 dernières, qui n'ont pas rien à voir avec le jeu. Déjà, est-ce que tu as des objets de collection ou des produits dérivés en rapport avec le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ou dans le Seigneur des Anneaux de manière générale? J'en ai, ouais. Alors du moins, j'en avais. J'avoue que j'ai déménagé il y a pas longtemps, il y a 5 ans. Et je les ai mis dans un carton, et je sais pas où est-ce que j'ai foutu ce putain de carton. Mais j'avais, c'était surtout des tableaux. Des tableaux du Seigneur des Anneaux que je mettais dans ma chambre. Attends, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'en ai d'autres ou pas? Attends. J'ai des tatouages, sur le Seigneur des Anneaux, j'en ai un. C'est quoi? J'en ai qu'un ou j'en ai plusieurs? C'est quoi comme tatouage? Ça quel est... Je me suis fait l'arbre mort de la Cité Blanche. Ah oui, trop beau choix. Avec juste en dessous une écriture elfique. Et en fait, c'est un tatouage que j'ai fait en commun avec mon frère et mon meilleur pote, où on est fans du Seigneur des Anneaux tous les trois. Et cette écriture en elfique signifie un truc personnel par rapport à nous trois. Donc c'est l'arbre plus une écriture elfique en dessous. Très bien. Et puis c'est tout. Et ouais, après, mis à part des tableaux, c'est tout ce que j'ai. Ok, très bien. Et enfin, dernière question. Si tu pouvais rencontrer un membre de l'équipe du film, qui choisirais-tu et pourquoi? Putain de merde, là tu me... La dernière question qui pique avant de nous quitter. Putain, j'en ai 3. Ouais, t'es un bâtard. Hein. Je suis un bâtard. Pour le coup, là, je pense que c'est l'épisode où j'étais le plus bâtard en termes de questions. Putain de merde. Oh putain. Je peux dire entre qui j'hésite ou pas? Oui, tu peux, bien sûr. J'hésite entre Viggo Mortensen, Sean Bean. Sean Bean, ouais. Et entre Sean Bean, c'est Boromir. Oui, voilà. Pour ceux qui savent pas, voilà, Sean Bean. Et Ian McKellen. J'hésite entre les 3. Quelle raison à peu près pour ces 3 personnes-là? Ian McKellen, pour la grandeur du monsieur, ça reste un grand monsieur du théâtre, un grand monsieur du cinéma, et qui a joué dans plusieurs films que tout le monde connaît. C'est un grand monsieur qu'il faut respecter et qui adore son métier, donc j'ai énormément de respect pour ce monsieur-là. Je n'ai autant plus pour Viggo Mortensen, qui est un vrai amoureux du cinéma de tout genre. Rien que pour Le Seigneur des Anneaux, il s'était énormément préparé, il avait fait une préparation de fou malade, mais même, mis à part ça, dans ses autres films, il est excellent, un acteur tellement sous-coté. Ouais. Qui s'intéresse à énormément de choses, un homme cultivé, que ce soit pour la peinture, la poésie, le cinéma, la littérature. Ça doit être hyper intéressant d'avoir une discussion avec lui, qui a quelqu'un qui a des connaissances sur pas mal de domaines, ça doit être hyper enrichissant. C'est un peu un amoureux de la vie, hein.
C'est clair qu'il fait aussi Bah, partie des gens que j'aimerais bien rencontrer, juste pour la personne en lui-même, quoi. Il est vraiment. mais c'est ça, en fait. Là, pour le coup, pour la personne en elle-même, ouais, tu peux parler du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y a énormément de choses à te raconter. Mais je pense que sur la vie de manière générale, pour moi, c'est un poète, ce mec. Quand tu l'écoutes parler en interview, tu l'écoutes parler parce qu'il est intéressant. Mhm. Et Sean Bean, parce que ça reste Sean Bean. C'est un acteur qui a joué dans tellement de franchises, de films que tout le monde connaît, avec des rôles tous reconnaissables par milliers parce que c'est Sean Bean. Et puis qui a bercé mon enfance en tant que Boromir. Si je devais en choisir un, putain, de merde. Dur, très dur choix, hein. Très dur choix. Dur. Je dirais quand même Viggo Mortensen, je pense. Je dirais Viggo. Je te rejoindrai là-dessus, hein. Parce que je pense Merci. que pour une conversation avec lui, ça doit être quelque chose de vraiment exceptionnel, hein. Bon, je pense aussi, ouais. La personne a l'air exceptionnelle. Il y en a plein que j'aurais adoré. Malheureusement, Christopher Lee est mort. Bon, ça fait quand même déjà pas mal de temps, mais j'aurais adoré avoir une discussion avec lui aussi. Parce que lui aussi, en termes de. Fou malade. Alors lui, en termes de vie, lui déjà, il a une vie, ça pourrait faire un film à part Ah, mais entière. vraiment. Mais pour premier degré, on peut faire un film sur sa vie. Hein. Ah oui, complètement. Hein. On peut faire complètement un film sur lui. Ça a l'air hallucinant. Ça aurait été quelqu'un. Et en plus, il sait parler français. Je sais plus, je crois qu'il parle 5-6 langues. Parler avec lui, c'est aussi très facile, tu vois. Donc. Pareil pour Viggo. Viggo, il parle français. C'est vrai. Il parle énormément de C'est vrai langues. que j'oublie que Viggo, il parle 6 ou 7 langues, je crois, même lui aussi. Donc. Aussi, ouais. Tu vois, je pense que ça aurait été mes deux personnes là que j'aurais adoré parler avec eux. Bon, bah, Viggo, du coup, serait mon numéro 1, mais s'il était toujours en vie, ça aurait été Christopher Lee, je pense aussi. Ouais, Christopher Lee, c'est un bon choix. Pour sa vie à part entière, même ses rencontres avec Tolkien, ce qu'il aurait pu raconter, ça aurait été incroyable, tu vois, pour le coup. Mais je te rejoins aussi, pour moi, ça serait Viggo aussi, pour la personne qu'il est, la personnalité qu'il a. Ça doit être chouette, quoi. Il est parfait. Je hein. pense. Il est parfait dans la franchement. réalité et en tant que Aragorn, donc c'est parfait, quoi. Il se fait plus tout... il se fait plus tout jeune. Hein. Bah, il a plus de 60 ans, hein. Il a 66 piges. Eh oui, hein. Donc ça va être drôle de le voir dans la chasse de Gollum. Ouais. Ça va être, Je pense qu'ils vont... ils vont le crois rajeunir, hein. Je pense qu'ils vont le rajeunir, je pense, quand même un petit peu. Si j'ai bien vu, ils en avaient parlé il y a quelques mois, je pense qu'ils vont pas faire d'effet numérique et ça va être seulement du maquillage. Mais en vrai, je trouve que sa tête, il a pas changé, hein. Ah, il a quand même... Franchement, il a pris un coup de vieux. Hein. Il a pas énorme, hein. Pas énorme, je trouve, hein. Il vieillit très très bien. Pas énorme, mais... par contre, il vieillit bien. Ah, il vieillit très très bien. À 66 piges, moi, je rêve d'avoir sa gueule et je rêve d'avoir son énergie. Hein. Ah oui, bien sûr. Hein. Mais je pense que vraiment, le maquillage, je pense qu'il peut s'en sortir. Hein. Je pense qu'on peut retrouver vraiment le Aragorn vraiment du communauté de l'anneau. S'il le gère bien, ouais. Après, faut quand même que je vérifie cette info. Bah, tu vois, par exemple, Orlando Bloom, tu vois, dans le Hobbit. Ouais. En vrai, ça allait, tu vois, encore, même si c'était que 10 ans d'écart, mais ouais, ils en étaient bien sortis au final, hein. Même s'il avait pris un petit coup de vieux, il s'en est très bien sorti. Hein. Ça, franchement, moi, ça m'a pas choqué. Tu vois la différence, hein, parce que comme t'as dit, ça fait 10 piges. Donc, mais tu vois pas une... Mais je trouve, ouais, mais je trouve que tu vois, Orlando Bloom, il a un peu plus vieilli que Viggo, donc je pense qu'ils peuvent s'en sortir facilement, même après 25 ans. Hein. Donc, à voir. Viggo était approché pour revenir en tant qu'Aragorn avec l'aide du maquillage numérique. Ah, il y a peut-être moyen qu'il fasse du numérique. Et ça, je suis pas fan du tout. Putain, le maquillage numérique. Ah non, en général, pour l'instant, c'est mal fait. À part certains, tu le vois. Mais non, mais mieux vaut qu'il reste comme ça. Hein. C'est clair et net. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, gars. Il est beau. Putain, hein. mais il est incroyable. Il faut pas trop le regarder parce que sinon, on peut y rester des heures. Hein. De fou. On se rejoint sur Viggo Mortensen. Ce sera le dernier mot avant de nous quitter, c'est que il est parfait et que tout est parfait dans ce film et dans cette trilogie. Voilà, le mot du jour, c'est parfait. Merci beaucoup, Prof Babou, d'être venu
participer à Travel Projecteur, donc de parler de ton film préféré, donc La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux, un épisode que j'ai surkiffé, que j'ai adoré, qui est peut-être l'épisode le plus long. On n'est pas loin, en tout cas, de l'épisode le plus long qu'on ait fait du podcast. C'est déjà énorme, mais il fallait pour La Communauté de l'Anneau et j'ai pris un immense plaisir. J'espère aussi que tu as pris un grand plaisir d'avoir participé à ce podcast, en tout cas. Ouais, franchement, moi je te remercie parce que la préparation que tu as dû faire en amont de l'émission, je pense que tu as énormément bossé, donc merci pour ça. Merci pour les questions, merci pour l'intéressement, pour tout le travail que tu as fourni. C'est hyper intéressant, j'ai grave kiffé. Ouais, ça a duré quoi? Ça a duré 2 heures à peu près. Je les ai pas sentis passer. Ah donc, bah, tant mieux alors. C'est passé hyper rapidement, donc merci à toi pour ce travail que tu as fourni pour nous offrir une émission de qualité. Je te remercie, c'était hyper cool. Avec grand plaisir si tu veux qu'on parle pour une prochaine fois, dans quelques semaines, quelques mois ou quoi que ce soit, pour qu'on parle du 2. Mais ça on verra pour l'avenir, ou peut-être je verrai si je fais un épisode 2 et 3 avec d'autres personnes aussi, où je te ramènerai, tu vois, faire un gros best-of de pas mal de gens qui aiment aussi, tu vois, le Seigneur des Anneaux. Il y en a qui n'ont pas parlé justement du Seigneur des Anneaux parce que pour eux c'est plus la trilogie en global. Non, tout ça pour dire que voilà, je reviens avec grand plaisir dans le sens où je conseille à toute personne, je pense en termes de créateur de contenu, de venir dans ton émission parce que tu prends le temps, parce que tu poses des questions qui sont intéressantes et parce qu'on s'éclate, quoi. C'est vachement bien. Merci beaucoup. C'est vraiment merci beaucoup pour ce message. Ça me touche beaucoup et moi aussi j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Donc c'est le plus important, quoi. C'est de prendre du plaisir à faire ça et je suis vraiment touché par tes paroles et ça fait très plaisir en tout cas. Et avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors moi, je suis disponible principalement sur TikTok. C'est mon réseau entre guillemets favori. Mais je suis également très présent sur Instagram. Si vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis disponible. Je peux mettre un peu de temps à répondre des fois, mais vous pouvez m'en trouver sur Instagram et sur YouTube. Où je fais de repost de ce que je mets principalement sur TikTok, mais comme j'ai dit au début d'émission, je me réoriente un petit peu, ça prend un peu plus de temps sur du format long, toujours sur le côté anecdote, mais vraiment sur du format un peu plus long et un peu plus travaillé. Donc vous pouvez me retrouver sur ces 3 réseaux sociaux, du moins pour l'instant. Très bien. En tout cas, j'ai hâte de voir tes formats longs. J'en ai posté une, c'est pas la vidéo de l'année, c'était vraiment en termes de test. J'ai quand même pris du plaisir à la faire. Ok. Là, la prochaine vidéo, le prochain thème, ça sera sur Harry Potter et surtout des petits détails qu'on voit dans Harry Potter, des petits clins d'œil, des petits Easter eggs. Voilà. Et hâte de voir ça. Hâte de voir cette vidéo, en tout cas pour apprendre un peu plus sur les petits détails cachés dans Harry Potter. En tout cas, vous pouvez, bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute ou même sur YouTube, de laisser un like, etc., de laisser un commentaire aussi, de me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé en tout cas, mais voilà, de me dire si vous avez aimé ou pas pour connaître un petit peu votre ressenti sur les points que vous aurez aimé avoir aussi dans les prochains épisodes pour bien sûr s'améliorer, parce qu'il faut toujours s'améliorer, c'est le plus important, pouvoir toujours s'améliorer. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram et sur TikTok un petit peu, sur les 2 plateformes, notamment, en ce moment, TikTok c'est un peu laissé à la poteau, mais j'aimerais bien revenir avec pas mal de Reels que je suis en train de faire, que je suis en train de peaufiner un petit peu sur pas mal de questions que vous me posez. Et sur Instagram, on est plus sur un aspect plus esthétique, on va dire, tranquillement, voilà. On a 2 contenus un peu différents, en plus du podcast. Et bien sûr, en parlant de podcast, j'ai aussi mon autre podcast à côté, Les Cartons du Cinéma, avec Love My Cinema, un podcast beaucoup plus détente, beaucoup moins organisé pour le coup, où tout se fait un peu à la pro, où on invite pas mal de gens pour parler de différents thèmes, de différents sujets sur le cinéma de manière globale pendant un peu plus ou moins d'1 heure. C'est vraiment très fun et très délire en tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi ce podcast qui est vraiment sympa, où je suis là-bas en tant que co-animateur. Voilà, il faut que je fasse un peu cette pub aussi. Sinon, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode à travers le projecteur, le dimanche comme d'habitude à midi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.